Voilà, alors je vous remercie d'être venus nombreux, encore une fois. Et alors quelques mots pour vous dire que la prochaine conférence, ce sera le 8 avril, le vendredi 8 avril. Ce sera une conférence consacrée à l'histoire de l'agriculture. C'est un journaliste de la région spécialisé dans le monde agricole qui nous en parlera. Et puis ensuite, la prochaine conférence, ce sera encore le 20 mai. Le vendredi 20 mai, ce sera une conférence sur le général de Gaulle et les Québécois. Et ce sera un Québécois, Roger Barrette, qui viendra nous en parler. Voilà. Donc vous allez recevoir le programme dans peu de temps. Je vais vous l'envoyer vraisemblablement au plus tard à la fin de la semaine prochaine. Alors ce soir, on a le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Dumas. Alors bon, les présentations vont être rapides, parce que vous le connaissez bien. Alors une fois de plus, il va nous parler de l'an à la fin du Moyen-Âge, donc au tournant du XIVe et XVe siècle. Alors vous savez que Jean-Christophe, c'est le grand spécialiste de l'histoire de l'an à la fin du Moyen-Âge. Il y a Jacques Illus qui a beaucoup travaillé sur l'an à l'époque carolingienne. Il y a Alain Sanny qui a travaillé sur l'an au XIIe et XIIIe siècle. Alors Jacques Illus, Alain Sanny ont chacun fait un livre, un gros livre sur l'an. Alors on espère bien sûr que dans quelques années on aura un gros livre sur l'histoire de l'an à la fin du Moyen-Âge. Alors je le lui dis souvent, bon, j'espère qu'il ne va pas attendre la retraite pour le faire. En tout cas on le publierait avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc on t'écoute et merci encore. Merci Eric pour ta sympathique présentation. Bonsoir à tout le monde. Donc effectivement le sujet que j'ai retenu ce soir, effectivement c'est encore une histoire au temps de Charles VI, puisque c'est un peu ma période de prédilection que j'avais énormément étudiée quand j'étais en faculté. Donc j'avais fait ma maîtrise sur cette période-là. Et puis finalement, j'ai pas mal fait le tour des archives qui sont conservées ici, qui traitent un peu de l'histoire de l'an au fin 14e, début 15e, et puis j'avais un peu envie d'étoffer, et je me suis plongé un peu dans les fonds qui sont conservés aux Archives nationales. Donc c'est vraiment avec les dossiers qui sont conservés aux Archives nationales ce soir que je vais vous faire une présentation vraiment de la violence à l'an, dans le Lannoy, la fin du 14e et au début du 15e siècle. Et puis en même temps évoquer aussi un tout petit peu ce qu'est la société à l'époque et finalement tout ce qui concerne les rémissions et les grâces octroyées par le roi, puisqu'on va voir vraiment l'importance de ces grâces royales. Qu'est-ce qu'elles nous apportent finalement sur la compréhension de la société. Voilà, donc je vais passer à l'image suivante. Alors, il faut que je m'habitue parce que j'ai pas de souris. Voilà. Alors, je sais qu'Eric, en plus, quand il a transmis l'information, ça a filtré un peu sur les... Ah, ici, d'accord. Très bien. Oui, parfait. Donc quand Eric a communiqué un peu sur la conférence, il avait retenu cette image, donc une enluminure du début du XVe siècle, et puis finalement, je ne pensais pas du tout l'utiliser, et je me suis dit que l'occasion, faisant le larron, c'était pas mal de m'en servir un peu comme une introduction, puisque là en fait vous avez une représentation du meurtre de Louis d'Orléans en 1407, donc à Paris, vous avez donc la représentation du duc qui est allongé, et surtout ce qui est assez important, puisque là vraiment ça démontre une période extrême de violence, vous avez donc, vous voyez, le duc allongé par terre avec le crâne ouvert à la suite d'un coup d'épée, donc il a été assassiné par le duc de Bourgogne, et puis donc la main coupée qui symbolise finalement la main du traître. Évidemment le pays à l'époque était déjà un peu divisé, on va revenir dans un instant là-dessus. Donc voilà, c'est une image qui est assez connue, puisqu'on la retrouve en couverture de plusieurs livres, notamment celui de Bertrand Schnerb sur le conflit entre Armagnac et Bourguignon. Et donc cette image-là, c'est ce que l'on appelle véritablement, dans des termes de l'époque, un crime horrible, un crime vraiment inqualifiable, puisque là c'est vraiment un crime familial, étant donné que c'est le duc de Bourgogne qui fait tuer son cousin germain, le duc d'Orléans, et donc qui va déclencher le conflit civil entre Armagnac et Bourguignon. Je vais revenir là-dessus très rapidement, parce que c'est pas mon propos non plus de parler du contexte historique, mais je veux juste faire une petite présentation de ce qu'est la France, et puis un peu où se situe le Lannoy à cette époque-là. Alors, finalement, quand on regarde la carte pour la situation de la France au début du XVe siècle, là vous avez beaucoup de taches de couleur, donc je vais vraiment faire une présentation très rapide. Situation politique
Si on résume en 2-3 mots, c'est assez compliqué, tant au niveau de politique que militaire. Donc là, vous avez le royaume de France, hein, avec les limites donc, en rouge. Le royaume donc, qui montait à l'époque jusqu'à la Flandre. Tout ce qui est en orange, ce sont les terres des ducs de Bourgogne. Donc à l'époque, fin 14e, début 15e siècle, c'est Philippe le Hardi et ensuite son fils Jean sans peur, on va dire un prince un peu moins scrupuleux que son père, puisqu'il fera donc assassiner le duc d'Orléans en 1407. Et donc, vous voyez, les terres du duc de Bourgogne ici et dans les pays flamands. Et l'opposant principal au duc de Bourgogne, c'est avec le duc d'Orléans qui se fonde réellement on va dire, des ersatz un peu de principauté du côté d'Orléans et surtout, vous voyez, côté Coucy-Valois. Donc entre Coucy-Valois et puis ensuite la région de Rethel et puis les Flandres, on n'est pas très loin et évidemment la région de Lens, ça va être un peu un lieu où il y aura des chocs militaires entre les deux armées en période donc, de guerre civile. Alors, la période début 15e siècle, elle est troublée finalement par plusieurs événements. Vous avez donc, je vous ai dit, hein, le conflit Orléans-Bourguignon qui éclate officiellement en 1407 et qui ne se réglera qu'en 1435. Vous avez toujours, on est en pleine guerre de 100 ans, hein, souvenez-vous, depuis 1337, hein, et puis donc les Anglais qui régulièrement font des excursions dans le nord du royaume et qui vont revenir en 1415 en débarquant dans le Cotentin. Et puis quelques semaines plus tard vont écraser l'armée française à Azincourt, donc deuxième période de crise. Et troisième période de crise, finalement, qui est peut-être un peu moins connue, mais qui est, va dire, très importante pour le contexte de l'époque, c'est le schisme qui s'est passé à la papauté depuis 1378, puisqu'en fait, l'église de Rome est coupée en deux. Vous avez un pape officiel qui est à Rome et un antipape à Avignon. Et donc ce schisme donc, qui a déchiré l'Europe hein, et à l'intérieur même du royaume de France, va durer jusqu'en 1417. Donc quand on sait en plus le contexte religieux et l'importance que ça a d'avoir une obédience pontificale assez importante, bah vous comprenez que c'est finalement tous ces vecteurs militaires et de crise vont être une période assez troublée et qui peuvent éventuellement expliquer certains épisodes de violence. Alors ici, je ne vais pas vraiment évoquer les grands crimes nationaux comme j'en ai parlé il y a un instant sur le duc d'Orléans. Je vais plutôt parler en fait de la violence au quotidien et surtout dans l'environnement de Laon et du Lannoy. Donc ça va permettre finalement de vous faire présentation de quelques sources d'archives. Alors pas vraiment des sources judiciaires parce que finalement les sources judiciaires ont été très peu conservées tant au niveau local qu'au niveau national. Hein. Au niveau national, on a le fonds du Parlement de Paris qui est conservé aux Archives nationales dans la série X. Ici, aux archives départementales de l'Aisne, le fonds du bailliage de Vermandois est vraiment très lacunaire puisqu'à l'époque, il n'y avait pas trop la culture de l'écrit, donc qui commence véritablement qu'au milieu du XVIe siècle. Et finalement, donc, je vais plus partir du fond du Trésor des Chartes conservé aux Archives nationales dans la série J. Et donc, ce sont des sources qui émanent du pouvoir royal et qui expliquent finalement, on va dire, quel droit, quel pouvoir a le roi sur la justice de l'époque. Et donc, ça va surtout permettre de montrer l'exercice qu'il a de pouvoir gracier et surtout d'interférer dans toute la justice locale. Voilà, donc ce sont des sources qui sont assez prolixes, hein, vous allez le voir, parce que je vais un peu prendre des libertés, c'est-à-dire que je vais quand même essayer de vous lire quelques extraits de nombreux documents que j'ai relevés pour que vous imprégniez un peu de l'atmosphère de l'époque. Alors avec le vocabulaire, j'essaierai un peu de traduire aussi. Alors il y a quand même un côté assez stéréotypé de toutes ces lettres de grâce et de rémission qui sont donc attribuées par le roi aux délinquants, mais vous allez voir qu'à l'intérieur on peut y glaner quand même beaucoup d'informations pour l'histoire de la société locale et puis donc de toute cette atmosphère assez compliquée, on va dire, entre le 14e et 15e siècle. Et plus largement, je terminerai là-dessus, sur ce qu'apporte au-delà de la justice et de la violence, c'est toutes ces lettres et notamment les connaissances qu'elles peuvent nous apporter sur tous les lieux d'incarcération à Laon et dans le Lannoy, puisque ça m'a permis il y a 2 ans de trouver quelques éléments très intéressants pour le beffroi et puis le donjon donc qu'on a communément appelé un peu de façon erronée la tour Louis d'Outre-mer. Alors je vais revenir juste sur quelques considérations un peu historiques. Hein. Voilà, donc tout d'abord, qu'est-ce que la justice à la fin du Moyen-Âge ? Retenez déjà que la justice, c'est une vertu cardinale, hein, une des 4 vertus cardinales qui était donc
prêchée à la fin du Moyen-Âge. Et donc là, on a une représentation de la justice, hein, donc une vision féminine, où on voit donc qu'elle est parée à la fois du manteau d'hermine et puis d'un habit rouge. Si vous voyez un peu les autorités judiciaires aujourd'hui dans un tribunal, hein, les couleurs n'ont pas forcément changé. Donc il y a déjà une certaine grande permanence. Par contre, il y a quand même une rupture par rapport à notre système judiciaire, par rapport au système judiciaire du Moyen-Âge. C'est qu'aujourd'hui, on parle évidemment de séparation des pouvoirs. Hein. L'exécutif ne va pas interférer sur le judiciaire. Enfin, quand ça arrive, on va dire que c'est un peu contraire à ce que ça devrait être. Mais au contraire, au Moyen-Âge, par contre, c'est vraiment fusionné et confondu. C'est-à-dire que le roi, en fait, comme on le dit, est vraiment source de toute justice. C'est-à-dire que lorsque le roi délègue le droit de justice à une autorité locale, c'est lui vraiment qui peut l'attribuer. Donc on signale toujours qu'il peut juger toute affaire à tout moment, hein, et puis donc n'importe qui peut en même temps lui demander justice, lui demander grâce. Le roi donc est vraiment au sommet de la pyramide judiciaire. Hein, l'un des dogmes fondamentaux du pouvoir royal, je vous le rappelle, est que toute justice émane du roi. On a trouvé aussi les citations que le roi est source ou fontaine de justice, donc c'est vraiment lui qui va apporter cette justice. Alors la justice donc que possède le roi, finalement, c'est ce qu'on va appeler la justice retenue. C'est vraiment celle qu'il retient dans son giron, et lui seul peut intervenir dans le cours de toute la justice ordinaire. Hein, si vous vous rappelez un peu l'image que l'on a de Saint-Louis qui est représenté sous son chêne, c'est exactement cette représentation-là que l'on va retrouver à la fin du Moyen-Âge. Hein, vraiment le roi justicier, et qui lui seul donc peut à la fois modifier une sentence, qui peut aussi imposer des lois où il veut, quand il veut. En fait, lorsque le roi intervient dans le cadre judiciaire, on va dire l'autorité judiciaire cesse automatiquement d'intervenir, c'est le roi qui se substitue à lui. Et le roi, effectivement, il va surtout exercer sa justice retenue d'abord au palais de la Cité. Hein. Donc, pour faire simple, on va dire, vous n'êtes pas très loin de la Sainte-Chapelle, hein. Vous avez à côté le Parlement de Paris, et donc c'est vraiment de là que le roi va juger et donc faire montre de premier justicier du royaume. Alors, la représentation du roi, là je vous ai trouvé une des rares représentations du roi Charles VI, hein, donc comme vous pouvez le voir, il est sur son trône. Alors il tient à la fois le sceptre ici, et puis surtout, bon, l'image est un tout petit peu tronquée parce que les deux doigts sont coupés sur l'enluminure, mais vous avez surtout la main de justice, donc qui symbolise en fait son pouvoir judiciaire. Alors il y a toute une symbolique, hein, à chaque fois là, au Moyen-Âge, vous allez voir que finalement tout est vraiment réglé et codifié, et il y a toute une codification même pour les actes de tous les jours. Ça va être un peu un fil linéaire sur tout mon propos. Et donc sur la main de justice, vous avez deux doigts qui sont abaissés, hein, l'annulaire et l'auriculaire, et puis les trois autres doigts qui sont tendus, donc avec, alors je me rappelle jamais, oui, le pouce effectivement qui désigne le roi, l'index la raison, et le majeur la charité. Donc vous voyez, à la fois, hein, il va faire preuve d'autorité, mais aussi de mansuétude ou de charité envers donc les contrevenants. Alors cette justice retenue, elle peut s'exercer dans différentes formes. Hein. Par exemple, le roi peut être directement dans son hôtel. C'est pour ça que dans certaines lettres de rémission, vous allez voir le roi à la requête ou au sein de sa cour. Et puis dans d'autres cas, il peut par exemple intervenir lui-même au Parlement, qui est vraiment la structure judiciaire la plus haute, juste avant le roi. Et donc dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle le lit de justice, c'est-à-dire que le roi arrive au sein du Parlement, hein, qui est approximativement, si vous voulez, hein, à Paris aujourd'hui, entre la Sainte-Chapelle et puis la Conciergerie. Voilà, c'est là où était à peu près situé le Parlement, notamment la Grande Chambre. Et donc, lorsque le roi en fait intervient au Parlement, le Parlement va s'incliner sous l'autorité du roi, puisque le Parlement de Paris, hein, ce qu'on appelle la Curia Regis en latin au XIIe, XIIIe siècle, en fait, elle est une émanation directe du pouvoir royal. Voilà, donc ce roi va avoir finalement tout pouvoir. Et les pouvoirs d'ailleurs vont s'opérer sur toutes les différentes justices que l'on va trouver au niveau plus local. Alors ce que l'on appelle, là je vous ai parlé de la justice retenue du roi, hein, donc retenez bien ce terme sans mauvais jeu de mots. La justice retenue, c'est vraiment ce qu'il garde comme on va dire attribution. Et à côté de la justice retenue, vous avez à avoir la justice déléguée. Donc la justice déléguée pour le roi, c'est lorsque le roi délègue la justice, puisque c'est lui qui peut déléguer toute parcelle de pouvoir, que ça soit des fiefs, etc. Et bien souvent,
quand vous avez un fief qui est attribué à quelqu'un, évidemment, vous avez les pouvoirs judiciaires qui vont avec, qui sont attribués temporairement à une institution. Donc, la justice déléguée, ça va être, si on prend les strates du haut en bas, ça va être donc le Parlement de Paris, la strate la plus haute. Dites-vous, le Parlement de Paris, c'est... Sans faire une comparaison osée, c'est un peu comme notre cour de cassation aujourd'hui. C'est vraiment l'ultime cour d'appel. Juste en dessous, vous avez donc les bailliages et les sénéchaussées. Donc on parle plus de bailliage dans le nord et de sénéchaussées dans le sud du royaume. Donc ici, on est au cœur du bailliage de Vermandois, qui était l'un des bailliages les plus importants au temps donc déjà de Philippe le Bel et puis à la fin du Moyen-Âge. Voilà, donc en dessous encore vous aviez la prévôté. Donc ici par exemple on avait un prévôt de l'an, donc qui était, on va dire, plus ou moins soumis à l'autorité du bailli de Vermandois. Et puis encore au niveau inférieur vous aviez donc les petites justices seigneuriales, souvent qu'on en appelait justice subalterne. Donc finalement toute cette échelle de pouvoir judiciaire, vous la retrouvez à chaque fois. Le pouvoir judiciaire supérieur sert un peu de cour d'appel à la justice inférieure, c'est-à-dire qu'une justice seigneuriale peut faire appel auprès du prévôt, une justice prévôtale peut faire appel auprès donc de la justice de bailliage, et puis la justice de bailliage qui sera élevée d'ailleurs dans certains cas en présidial au partir du milieu du XVIe siècle sous Henri II, elle peut faire appel auprès du Parlement de Paris. Voilà. Donc la difficulté, par contre, on a l'impression vraiment d'une très forte hiérarchie judiciaire au Moyen-Âge. La seule difficulté, c'est qu'au fur et à mesure en fait, que vous avez toutes ces créations de structures judiciaires qui viennent souvent pour contrôler un peu la précédente qui déviait un peu, finalement le souci c'est que les attributions de la nouvelle structure judiciaire ne va pas supprimer les attributions de l'ancienne. Donc vous avez souvent des conflits ensuite qui naissent entre les différentes attributions, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle aujourd'hui. Quand on passe devant une justice, on passe vraiment devant une justice bien particulière selon la chose que l'on veut plaider ou pour laquelle on est accusé. Mais à l'époque, finalement, pour des crimes, on peut passer éventuellement devant un prévôt, devant un bailli, voire même dans le cas de certains nobles directement auprès du Parlement de Paris. Voilà, donc je ne vais pas trop détailler, mais retenez donc cette graduation au niveau de la hiérarchie. Et surtout donc le pouvoir du roi, c'est en fait de pouvoir déléguer toute autorité de justice, mais aussi de police pour toutes ces justices inférieures, donc qu'elles soient subalternes comme celle du seigneur, mais même au niveau du bailli. J'en veux pour preuve, là je vous ai mis une petite transcription donc, de ce qu'on trouve souvent dans les lettres de rémission. Donc je vous le lis, donc là c'est le roi qui s'exprime à la fin de la lettre de rémission quand il octroie sa grâce, et il dit, je vais vous le traduire directement en français, on va dire un peu plus contemporain: ainsi nous donnons en mandement, c'est-à-dire en ordre, au bailli de Vermandois et à tous nos autres justiciers présents et à venir, ou à leurs lieutenants et à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, c'est-à-dire selon leur champ propre de compétences, que de notre présente grâce et rémission le fasse, donc le fasse c'est le contrevenant qui a été gracié, donc on le fasse souffrir on le fasse jouir, surtout user pleinement et paisiblement, et contre la teneur d'Icelle ne le moleste, travail ne empêcher, c'est-à-dire qu'en fait la personne qui a été condamnée au départ, donc le coupable, finalement on va lui supprimer tous ces, on va dire toute le cursus judiciaire qui était monté contre lui, et donc à la fin il n'y aura plus du tout de justice, il sera totalement délivré. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de son corps qui était pris et de ses biens qui étaient non confisqués. En fait, il va pouvoir récupérer notamment tous ses biens qui avaient pu être arrêtés lorsqu'il avait été détenu prisonnier. Et surtout, ça va être fait tantôt et sans délai à pleine délivrance. Donc vous voyez, la justice du roi, dès qu'elle se superpose à la justice locale, elle doit être immédiate et immédiatement appliquée donc, par les justices inférieures. Alors, ensuite, on va parler donc des lettres de grâce proprement dites, parce que là, c'était quand même une petite présentation de la justice royale à l'époque. Alors, évidemment, pour étudier les lettres de rémission, s'il y a vraiment un seul livre que je peux vous conseiller, c'est la thèse de Claude Govard, qui a été soutenue et donc éditée il y a un peu plus de 30 ans, donc de grâce et spéciale, crime, État et société en France à la fin du Moyen-Âge. Donc, c'est une historienne, elle est en retraite maintenant, mais elle a été très longtemps professeure à la Sorbonne.
Elle a fait sa thèse donc sur ces lettres de rémission où elle en a épluché donc des milliers, hein, notamment pendant le règne de Charles VI pour déterminer en fait ce qu'était la violence à la fin du Moyen-Âge, ce qu'était aussi le droit de grâce par le roi. Et finalement, une partie de mon propos s'appuie quand même sur ces conclusions, même si après, évidemment, j'essaie de prendre des exemples un peu plus locaux pour vraiment rester sur l'An et le Lannoy. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, toutes les lettres de rémission qui vont être traitées ce soir sont conservées dans ce qu'on appelle aux Archives nationales le fonds du Trésor des Chartes. Alors, le fonds du Trésor des Chartes, ça se conserve dans la série Double J, et c'est là notamment où on conserve les principaux actes qui sont rendus en fait par les rois successifs. Et donc les premiers actes, notamment les premières lettres de rémission, elles remontent sous le règne de Philippe le Bel en 1304. Et ça va prendre énormément d'ampleur, notamment sous les premiers Valois, où on a vraiment le royaume de France qui se structure, hein, avec un meilleur dispositif judiciaire dès les années 1330-1340, avec notamment l'action du roi Philippe VI de Valois, hein, donc, qui est l'arrière-grand-père de la lignée de Charles VI et de la lignée des Valois qui s'éteindra au XVe siècle. Et ce qui est assez intéressant donc, pour le règne de Charles VI, finalement c'est aussi pour ça un peu que j'ai pris le sujet en plus, que c'était ma période de prédilection, c'est qu'on va avoir vraiment un nombre exponentiel de lettres de rémission et de grâce qui sont donc produites par la chancellerie royale. Et donc le Lannoy ne va pas faire exception, et là ça m'a permis finalement de trouver beaucoup de lettres de rémission dans tous les registres du Trésor des Chartes. Voilà, donc évidemment le règne de Charles VI, c'est un règne assez long, hein, puisque ça s'étale entre 1380 et 1422. C'est vu évidemment comme une crise profonde. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, est-ce que cette crise profonde est vraiment le fruit finalement de toute la violence qui a pu se déchaîner, que l'on voit dans ces lettres de grâce. Alors, à savoir que le droit de grâce, hein, c'est d'abord un don de Dieu. Ça, il faut bien le retenir. Hein. Donc, le roi, en fait, tire son pouvoir de Dieu. On va le voir dans un instant en étudiant précisément une lettre de rémission. Et donc, le roi, dans tous ses textes, s'intitule toujours « Je suis roi par la grâce de Dieu, roi de France ». Et donc, l'exercice du droit de grâce, ça va, on va dire, constituer probablement sans doute une des prérogatives royales les plus importantes et les plus fameuses à la fin du Moyen-Âge. Et donc la lettre de rémission, il faut savoir en fait, c'est donc un document officiel par lequel le roi va octroyer sa grâce, et surtout il va intervenir et donc court-circuiter le cours de la justice, hein, c'est-à-dire, donc comme je vous l'avais dit, comme il est au-dessus vraiment de toute justice et que toute justice émane de lui, c'est lui qui va pouvoir notamment casser toute la chaîne judiciaire et donc rompre le cours de cette justice, qu'elle soit urbaine, qu'elle soit laïque ou même ecclésiastique. Hein. Voilà. Alors, comment se présente en fait une lettre de rémission? C'est simple, hein. Vous avez par exemple quelqu'un qui a commis un meurtre, donc là on en aura pas mal, hein, des criminels ce soir, je vais évoquer plusieurs figures. Et donc le criminel qui a commis ce meurtre, lui, ou on va dire son entourage, parce que l'entourage, la famille ou les amis, ce qu'on appelle les amis charnels à l'époque, c'est une composante très importante, hein. Il faut vraiment comprendre aussi comment fonctionne la société de l'époque. Donc la personne condamnée ou ses proches, en fait, lorsqu'il a commis un crime, lui va demander une grâce directement au roi. Alors il ne va pas s'adresser au roi, en fait il va faire sa requête auprès de personnes que l'on appelle le maître des requêtes, hein, à Paris, donc dépendant du Parlement, et ensuite il va remettre la demande de grâce directement au roi. Enfin non, quand il dépend du Parlement, il dépend du Conseil royal. Et donc le Conseil royal va vérifier en fait cette demande qui est faite de grâce, et puis si c'est validé, le roi va donner l'ordre donc à sa chancellerie, hein, qui est un peu, on va dire, là où on retrouve tous les scribes, etc. Et donc la chancellerie va pouvoir délivrer des lettres de grâce donc sous une forme bien particulière. Alors, la lettre de grâce, en fait, elle est émise par la chancellerie royale, et surtout, elle va être scellée du sceau de cire verte, qui lui assure donc une validité permanente. Hein. Il y a vraiment des règles aussi pour la tenue de tous les actes royaux, c'est-à-dire une lettre à valeur permanente, hein, ce qu'on appelle une lettre patente, octroyée par le roi, et donc via sa chancellerie royale, va devoir revêtir plusieurs traits, en fait, donc déjà être établie sur parchemin, écrite à l'encre noire, et surtout, elle devra être scellée du sceau du roi, hein. Donc vous avez ici une représentation un peu comme l'enluminure que je vous ai montré tout à l'heure, avec le roi donc qui tient toujours, on le voit encore ici, le sceptre, et puis toujours la main de justice, hein. Et puis là donc il est sur son trône, donc le
le trône du roi de France, donc pareil, ce que l'on pouvait déjà trouver du temps de Saint-Louis dans les premières enluminures. Et donc effectivement, par ce droit de grâce, en fait, le roi, comme il le rappelle souvent, je vais vous donner un exemple, il va signaler qu'il a quitté, remis et pardonné, et par ses présentes de notre certaine science, autorité royale, pleine puissance et grâce est spéciale, ça reprend un peu le titre donc de l'ouvrage de la thèse de Claude Govard, nous quittons, remettons et pardonnons avec toute peine, amende et offenses corporelles, criminelles et civiles. Et d'ailleurs, comme l'avait fait remarquer, j'avais écouté une conférence de Claude Govard encore il y a quelques semaines, et elle parlait finalement de toutes ces citations. On a presque l'impression qu'on a cette récitation dans les lettres de rémission de presque une litanie un peu religieuse. Nous quittons, remettons, pardonnons, ça ce sont toujours des termes qui sont utilisés. On abuse un peu des synonymes dans les lettres royales et les documents médiévaux. Alors, finalement, par la rémission, la grâce, alors le crime et le délit, en fait, ils sont pas supprimés, simplement c'est le roi va imposer ce qu'on appelle le silence perpétuel. C'est un peu comme une chape de plomb, on va dire, on ne fait plus la publicité du crime et donc des méfaits qui ont été commis par le criminel, et c'est-à-dire que le silence perpétuel imposé par le roi va mettre à néant donc toute la poursuite ultérieure qui pourrait s'imposer à toutes les justices, qu'elles soient donc locales ou un peu plus régionales. Voilà, donc dans le cas de Lens, ce sont surtout les décisions de la justice du bailliage et de la prévôté de Lens qui vont être un peu court-circuitées par l'action du roi. N'oublions pas en fait que le crime aussi c'est vu à la fin du Moyen-Âge comme une souillure, comme quelque chose qui abîme, quelque chose on va dire d'infâme, et surtout le terme aussi, là il y a plusieurs termes, j'ai vraiment envie que vous les compreniez. L'un des termes les plus fameux que l'on rencontre dans les lettres de rémission, c'est que le roi restitue la personne, quand il a obtenu la grâce, à sa renommée et surtout à sa fama. À sa bonne femme, en fait, ce qu'on veut dire, mais femme dans le sens latin, fama, c'est ce qu'on appelle la renommée, c'est-à-dire on restitue l'honneur de la personne qui au départ a été condamnée. Et effectivement, la personne qui n'aurait pas sa fama, donc sa renommée, en fait, serait tout simplement dit infâme, et dans ces cas-là, l'infamie au Moyen-Âge, ça cause souvent l'exclusion de la société. Donc c'est vraiment un point vraiment important à retenir, puisque ne pas avoir être infâme, finalement, c'est ne pas avoir de vie vertueuse et surtout correcte dans son environnement social qui, je vous le rappelle, est toujours quelque chose de très important. En outre, la raison de l'octroi de la grâce par le roi, elle est clairement énoncée dans les lettres de rémission, puisqu'on signale que le roi préfère miséricorde à rigueur de justice. Et finalement, la sévérité elle va être souvent contrebalancée par la mansuétude, la grâce royale. Alors c'est vrai que des fois on a l'image un peu d'une société violente, où on pendait, etc. Et finalement, il faut revenir un peu sur toutes ces idées. La grâce permet souvent, on va dire, de casser un peu l'ordre judiciaire, et des fois c'est surtout les justices locales qui sont beaucoup plus sévères, qui vont plus souvent condamner à mort finalement que des fois la justice plus haute qui elle a parfois tendance à utiliser un peu plus la mansuétude. Et finalement la lettre de rémission, alors ça n'est pas par contre un acte gratuit, puisque ça a quand même un coût, donc évidemment tout le monde ne peut pas forcément la solliciter. Il faut comptabiliser, une lettre royale ça peut aller entre alors les chiffres varient un peu, mais ça peut être 30 à 60 sous pour demander une sollicitation, sans compter après, si vous demandez une recopie en fait de cette lettre dans les registres de la chancellerie, puisqu'au départ le contrevenant il obtient une lettre qui est scellée du roi, mais c'est tout. Après, s'il a peur de la perdre, ou effectivement s'il l'a perdue, il peut éventuellement demander une copie de cette lettre dans les registres donc du Trésor royal. Alors bien souvent les lettres originales qui étaient données aux contrevenants, elles ont disparu évidemment, ce sont ce qu'on peut dire un peu dans le jargon actuel des archives privées. Par contre, ce qui est conservé, ce sont des copies donc dans le fond du Trésor des Chartes, et ce sont donc ces copies qui nous sont parvenues dans la série Double J. Voilà, donc je vais vous montrer, alors j'ai sélectionné une lettre de rémission assez courte, on va la lire ensemble pour que vous voyez un peu la teneur et surtout la structure, parce que ce sont finalement des lettres qui sont, on va dire, très formatées, très formalisées, avec un vocabulaire que vous allez retrouver dans beaucoup de lettres, on trouve souvent les mêmes expressions. Alors ces expressions-là, je vais souvent revenir là-dessus, mais voilà un peu le type de document. Alors je ne sais pas si on voit bien, c'est donc écrit en ancien français, on va un peu le lire ensemble.
ensemble. Donc la lettre, en fait, elle obéit à des structures bien particulières. Vous avez d'abord toujours la suscription. Hein, les deux premiers mots, là c'est marqué Charles, etc. Etc. En fait, c'est pour développer l'abréviation Charles par la grâce de Dieu, roi de France. Donc il y a déjà la grâce qui intervient. Ensuite, la notification. Savoir faisons à tous présents et à venir. Donc voilà, hein, à tous présents et à venir. Je vous ai parlé tout à l'heure, hein, le sceau royal, donc que je vous ai montré sur l'image précédente. Un sceau royal scellé de cire verte avec en même temps des lattes de soie bicolores. Ça montre la valeur permanente de l'acte royal qui est émis. Donc c'est pour ça que le roi finalement, quand il s'adresse ici, il parle à tous ceux du jour présent, mais aussi de ceux dans quelques années. C'est pour ça que lorsqu'une lettre de rémission est accordée, elle est valide pour le moment présent, mais elle garantit aussi pour le futur que le contrevenant ne soit pas, on va dire, rejugé ou finalement à nouveau embêté par les structures judiciaires. Alors, vous avez ensuite toute la notification ensuite qui va suivre. Hein, donc, nous avoir, voilà, on fait savoir que nous a été exposé de la partie de Margot, fille de Jean Courrier, pauvre fille à marier, orpheline de mère, âgée de 20 ans. Donc, vous voyez, vous avez là, c'est déjà le nom de la coupable, et on abonde déjà dans, on va dire, je vais pas dire le larmoyant, mais il y a déjà presque des circonstances atténuantes qui sont déjà données à cette pauvre femme. Hein. Elle est orpheline, elle est âgée de 20 ans, elle est pauvre. Voilà. Ensuite, alors je vais me lever parce que j'arrive pas très bien à lire. Voilà, donc une pauvre fille à marier, orpheline de mère, âgée de 20 ans environ, que comme l'a dit Margot, par tentation de l'ennemi, donc c'est-à-dire par tentation du diable, on lui trouve encore d'autres circonstances atténuantes, est pris depuis un an, hein, puis un an en ça, pris et emblé, donc ça ce sont deux synonymes pour dire qu'elle a volé à diverses fois en la ville d'Anizy, donc Anizy de Château, sur aucun des voisins de son père, donc elle a volé les voisins, avec lequel elle demeure, donc elle demeure avec son père, et elle a volé plusieurs choses, hein, plusieurs menues choses, comme des nappes, des toiles, donc ça c'était des ustensiles de cuisine, un couvre-chef, un plat, une salière, qui peuvent bien valoir en somme toutes 40 sous ou environ. Voilà, donc là vous avez déjà un descriptif, vous voyez, comme assez précis du forfait qui a été commis par cette jeune fille. Hein. Et donc, on signale après pour laquelle chose elle a été prise et emprisonnée en bout de nos prisons à Lens, où elle est en aventure de recevoir pour cela la mort, hein, puisqu'effectivement le vol est très durement condamné, a fortiori si elle est récidiviste, mais là vous allez voir que finalement dans la lettre de rémission, on va lui trouver des circonstances atténuantes qui finalement vont permettre qu'elle obtienne sa grâce. Voilà, alors elle est passible de la mort, sauf si par nous ne lui est sur ce pourvu de grâce et miséricorde en nous humblement suppliant, c'est-à-dire que là elle implore vraiment la grâce du roi, elle ou sa famille d'ailleurs, que considérer son âge et que son petit état est pauvre, et que jamais en fait elle n'a été reprise d'aucun autre vilain méfait, c'est-à-dire en fait elle signale que c'est la première fois vraiment qu'elle commet un crime, mais qu'auparavant c'était vraiment une fille vertueuse. Voilà, et puis à la ligne suivante, nous voulant préférer miséricorde, hein, c'est le roi qui s'exprime, nous voulant préférer miséricorde à rigueur de justice, à la dite suppliante au cas dessus dit, de notre certaine science, grâce et spéciale et pleine puissance, hein, pleine puissance évidemment parce qu'il a toujours l'autorité judiciaire totale, avons remis, quitté et pardonné par ses présentes, remettons, quittons et pardonnons le dit fait, avec toute peine, etc. et offense corporelle, et un peu plus loin, voilà, donc on impose sur ce science perpétuelle au procureur, donc procureur à Lens, ainsi qu'aux officiers, satisfaction faite à partie ce fait, donc ça veut dire qu'en même temps les parties qui avaient été volées ont été satisfaites, elles ont dû récupérer le produit du larcin, hein, donc va dire qu'il y a eu une entente entre la voleuse et le volé, et ensuite nous donnons en mandement par ses présentes au bail Vermandois et à tous nos autres justiciers officiers présents et à venir, et à leurs lieutenants, etc., fait au mois de septembre, donc l'an, je ne sais plus, ça doit être fait en 1390 à peu près. Donc vous voyez un peu comment se détermine, comment se confectionne en fait une lettre de grâce. Et puis donc on a la date à la fin, alors la date n'est jamais précise, hein. Là c'est donc daté du mois de novembre en 1398 et la 19e année du règne du roi de France, et surtout par le roi à la relation du conseil. Et là, après, vous avez la signature du scribe de la chancellerie. Donc voilà à quoi ressemble une lettre de rémission. Excusez-moi, j'avais enlevé le micro en plus, je suis désolé. Voilà donc à quoi ressemble une lettre de rémission. Donc effectivement, celle-là est assez
peu détaillées, enfin même si on peut trouver comme qu'il y a du détail, puisqu'on détaille déjà un peu ce qu'elle a volé dans la maison, mais vous avez des lettres de rémission, là plutôt que de faire une vingtaine de lignes, qui vont faire 2-3 pages et qui sont vraiment très, très intéressantes puisqu'elles donnent beaucoup d'informations. Et finalement, quand on se rend compte, quand on cumule un peu toutes ces lettres de rémission, on arrive à avoir une chronique judiciaire assez vivante et puis qui permet, je dirais, un peu de se lancer un peu dans l'ambiance et puis l'atmosphère de la fin du Moyen-Âge. Alors après, on peut toujours se poser la question, évidemment, est-ce que ces lettres sont fiables, ça c'est toujours la question. Est-ce que réellement c'était une fille vertueuse? Ça c'est toujours un peu compliqué. Vous verrez que dans d'autres cas, lorsqu'on juge un criminel, et puis ensuite que ce criminel obtient la grâce, on va toujours donner un portrait très vertueux du criminel qui n'a jamais commis de forfait, etc. Au contraire de la personne qui l'a tué. Et souvent, on va invoquer que la personne qui l'a tué, je ne vais pas dire qu'il l'a bien cherché, mais en tout cas, il avait vraiment des circonstances aggravantes pour lui, alors qu'au contraire, le coupable, on va lui trouver des circonstances atténuantes. C'est souvent le cas, en fait, les lettres de rémission noircissent très souvent la vision de la personne qui souvent a commis, on va dire, la première faute, et puis ensuite, la personne coupable s'est rebellée, a tué le premier contrevenant, et finalement, c'était le premier contrevenant qui méritait bien d'être homicidé, comme on dit, à la fin du Moyen-Âge. Voilà, donc alors, comme je vous disais, là par exemple pour le vol, on pouvait éventuellement courir la mort. C'est vrai que si cette personne-là n'avait pas fait appel auprès de la justice royale, elle aurait peut-être eu un sort un peu plus funeste. Mais par contre, c'est vrai que les archives, qu'elles soient locales ou même qu'elles soient nationales, finalement, j'ai trouvé très peu de mentions de mise à mort. J'en ai trouvé une dans un registre de sentence du Châtelet de Paris. Alors bon, sans rentrer dans le détail, le Châtelet de Paris, c'est une institution assez locale parisienne, mais qui avait en même temps, comme on est à Paris, qui avait un ressort un peu d'appel sur toute la France. C'est un peu à la fois entre le bailliage et puis le Parlement. Donc j'ai une mention, on signale dans un registre du Châtelet de Paris qu'un certain Raoulin Dupré, qu'on l'on surnommait Baquet, a été exécuté en la ville de Laon pour ses démérites. Donc là on est dans la période de 1390. De ce que j'avais compris, c'est que c'est quelqu'un qui avait dû commettre plusieurs vols successifs, donc là il était vraiment récidiviste et il a certainement été pendu. On a aussi une autre lettre de rémission qui évoque, alors ça je l'ai trouvé dans celle-là. Rassurez-vous, je ne vais pas vous montrer beaucoup de documents médiévaux parce que ça peut fatiguer un peu les yeux quand on n'est pas trop habitué, mais en tout cas dans celle-là on a aussi la mention, alors on a en fait la supplication d'un certain Villemé-le-Gras, qui revient en fait de campagne militaire avec le roi, qui est allé au pays de Flandre. On est en 1382-83, la prise de Bourbourg. Et puis ensuite, le dit Villemé, qui était en compagnie, mais on vous dit, par énortement et induction d'un nommé Adam de Merlieu, c'est-à-dire que c'est plutôt Adam de Merlieu en fait qui l'a incité à commettre des forfaits. Ils sont transportés en l'hôtel d'un nommé Simon Roussel, qui demeure en la ville de, alors ça j'ai pas réussi à déterminer, de Balangy ou Balangy en Lannoy. Bon, c'est peut-être aujourd'hui juste un lieu-dit, il faut vraiment que je regarde dans les dictionnaires topographiques. Voilà, et donc ils lui ont volé un cheval, ils ont pris et volé un cheval, etc. de labour, qu'ils ont revendu ensuite à la somme de 4 francs, ils se sont partagés les 2 francs, et puis finalement, comme le dit Adam était un récidiviste, lui il a directement été exécuté. Par contre, celui qui demande la grâce, lui il est actuellement emprisonné, et effectivement il va recevoir une lettre de rémission de la part du roi. Voilà, donc effectivement, retenez aussi que le crime, finalement, quand on l'analyse dans le Moyen-Âge, c'est toujours quelque chose qui va perturber un peu l'ordre établi de la société. La société médiévale, c'est vraiment un ordre qui est très très bien établi. Il ne faut pas trop contrecarrer, il y a des règles pour ça, donc le roi est là, la justice aussi est là pour, on va dire, faire appliquer ces bonnes règles, mais effectivement, lorsque c'est un peu déviant, les crimes souvent doivent être soit punis, ou au moins graciés, pour remettre la personne dans son honneur et, on va dire, dans le droit chemin, pour qu'elle puisse, on va dire, retourner vraiment dans une vie correcte dans la société. Alors, dans la deuxième partie, puisque là j'ai un peu déblatéré sur la partie judiciaire, mais je pense que c'était assez important pour que vous compreniez vraiment comment ça se structure au niveau national, et puis un tout petit peu local. Là, on va aborder vraiment le cœur des lettres de rémission. Donc là, ça va être vraiment à base d'exemples où j'ai déterminé donc déjà quelques types de crimes, mais crimes vraiment
vraiment pris dans un sens très large. Hein. Un vol, c'est qualifié également de crime. Hein. Un blasphème, comme on va en voir dans quelques instants, c'est aussi un crime. Hein. Donc c'est vraiment une appellation très 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 générique. Et donc finalement qu'on analyse toutes ces lettres de rémission, hein, parce que pour le règne de Charles VI, je vous ai pas dit, il y a à peu près une cinquantaine de registres qui contiennent à peu près entre 300 et 500 lettres. Hein. Donc vous vous rendez compte, il faut lire à peu près, bon, il y a peut-être une vingtaine de milliers de lettres à consulter. Alors, comme vous avez dû le voir hein, tout à l'heure, comment déterminer quand elles intéressent l'anois, souvent j'allais à la fin de chaque lettre de rémission et puis je regardais quand il y avait la mention bailli de Vermandois, hein, si c'était pas le sénéchal de Carcassonne ou de Beaucaire par exemple, je me disais tiens, bailli de Vermandois, ça doit être la région, et c'est comme ça que j'en ai compilé donc quelques centaines. Voilà, donc là, on va rentrer vraiment dans le cœur des lettres de rémission et puis surtout au cœur du crime. Voilà, donc alors le premier type de crime vraiment que l'on va rencontrer, c'est ce que Claude Govard en fait appelle la rixe homicide, et donc c'est la très grande majorité des cas qui sont donc qui font l'objet d'une lettre de rémission. Alors quand je dis très grande majorité, c'est l'ordre de 60% au moins des lettres de rémission qui concernent des rixes homicides. Alors qu'est-ce que c'est une rixe homicide? C'est tout simplement une bagarre hein, entre deux ou plusieurs personnes donc qui vont on va dire vulgairement un peu se taper dessus après qu'il y ait eu souvent un échange d'injures. Alors l'injure aussi, encore un aspect très important de la rixe homicide, c'est que l'injure elle peut être donc soit par le geste, soit par la parole. Alors l'insulte elle se caractérise donc évidemment verbalement. Hein, je vous ferai pas quelques citations. Alors désolé d'être un peu vulgaire, hein, mais quand on trouve des appellations par exemple fils de putain ou sanglant larron, ça ce sont des appellations que l'on trouve très très fréquemment dans les insultes proférées par les contrevenants. Mais après donc outre ces insultes, hein, je vais pas non plus toutes vous les énumérer, je vais quand même faire un peu grâce, hein, même si j'aurais jamais été aussi mal poli à mon avis que ce soir en conférence. Il y a aussi des gestes hein, qui eux aussi peuvent constituer des insultes. Hein. Par exemple, ignorer un salut, faire tomber un chapeau, hein, un chaperon à l'époque, taper sur l'épaule, donner une baffe. Enfin à l'époque ça s'appelait une buffe, on disait une buffe. Tout ça finalement c'est considéré comme une insulte. Et finalement la personne insultée en fait elle se doit presque de réagir pour éviter sinon d'être totalement déshonorée. Je vous dis, hein, vraiment la question de l'honneur est vraiment cruciale dans toute cette émission de lettres de rémission. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes appelé fils de putain ou fils de sanglant larron, vous êtes presque obligé en fait de réagir et de contredire en fait un peu cette appellation. Parce qu'effectivement, si vous ne réagissez pas face à cette insulte qui peut après dériver sur une bagarre, la société peut effectivement considérer que vous admettez que vous êtes soit un larron, soit un fils de putain. Voilà. Et donc c'est pour ça que la vengeance finalement n'est pas vue réellement comme un crime, mais la vengeance finalement elle va être souvent considérée comme une excuse valable et elle va souvent occasionner donc une rémission de la part du roi. Alors je vais vous donner par exemple plusieurs exemples. Hein, une lettre de rémission qui a été octroyée en juillet 1386. Hein, donc là c'est le cas d'un geôlier qui s'appelait Simon Peigné, donc qui était geôlier au niveau ce qu'on appelle le donjon, hein, donc sur l'actuelle place de l'hôtel de ville. Et donc vers 1378, il avait donc interné et puis surveillé un certain Girard de Crâne, donc qui avait commis pas mal de forfaits. Et puis donc ce Girard de Crâne qui était en prison, donc on lui demande un peu d'argent. Donc effectivement le geôlier lui en prête, etc. Et puis quelques années après, le geôlier il réclame quand même ce qui lui est dû. Hein. Et donc le geôlier réclame son argent, mais par contre Girard de Crâne va refuser et il va même l'injurier devant chez lui. Donc évidemment il y avait sans doute du public. Hein. Alors je vous cite les insultes hein, qui sont quand même pas piquées des verres. Faux fils de putain, autrefois tu m'as frappé en la prison que tu gardais. Ribot garçon qui ose me parler, si tu parles plus, le diable t'emportera. Et puis encore d'autres insultes dont je vous passe un peu je vous fais grâce. Et donc Girard de Crâne effectivement tente en même temps de frapper la personne qui lui réclame son dû, hein, son argent, et puis finalement
Simon Peigné, lui par contre l'ancien geôlier, il a quand même un peu l'habitude de se battre, hein. Il va prendre un bâton, il va donner un coup sur la tête et sur le bras donc d'ancien prisonnier, et on dit que mort s'en est suivi. Donc alors la lettre de rémission, elle est octroyée donc évidemment à Simon Peigné qui a tué cette personne, mais la lettre de rémission va surtout insister sur le cas du Girard de Crâne, qui était homme de mauvaise vie et coutumier d'autres méfaits, et surtout coutumier de chacun vilainé. Alors chacun vilainé, c'est-à-dire qu'en fait il avait l'habitude de s'en prendre aux gens, de taper, ça devait être presque un bagarreur né. Au contraire, le suppliant, on signale qu'il n'a jamais été repris d'aucun autre méfait par le passé, mais qu'il a tous les jours de sa vie été homme de bonne vie, renommé et honnête conversation. Donc vous voyez, hein, renommé, honnête conversation. Jusque-là, il avait sa fama pour lui, hein, sa renommée. Effectivement, il a dû la perdre temporairement, puisqu'évidemment, quand on commet un crime de sang, on s'expose quand même à la poursuite des autorités judiciaires. Mais surtout, donc on va le restituer avec la grâce royale à sa bonne renommée. Et vous voyez bien que la lettre de rémission, en fait, elle va largement insister sur l'ambivalence des deux protagonistes. Hein, le premier qui est de mauvaise vie, au contraire du deuxième qui s'est défendu, hein, qui s'est vengé en fait pour sauver un peu son honneur, puisqu'il avait été insulté en public, hein, et finalement donc il va retrouver son honneur et sa fama. C'est ce que Claude Govard appelle souvent le crime d'honneur. Alors il y a effectivement, c'est des insultes, ça peut être aussi des gestes, hein, qui sont proférés. J'ai le cas par exemple dans une bagarre on est à Attissoulan, où là on a un certain Andrew et Richard qui est dans une auberge et qui essaye de séparer deux personnes qui disputent. Vous verrez qu'il y a beaucoup de disputes, hein, dans les auberges. Je pense que le vin montait très vite à la tête, le jeu aussi, hein, souvent les gens, alors bon, peut-être aujourd'hui encore on est mauvais joueurs, mais à l'époque particulièrement, et ça occasionnait souvent des bagarres et des rixes. Et donc ce Andrew et Richard qui essayent de séparer un peu de deux personnes, hein, on signale, il les sépare de tout son pouvoir, mais il y en a un des deux en fait qui tape le suppliant de sa paume au visage, et le suppliant évidemment fut très courroucé et moult fort en disant qu'il avait été battu et injurié pour bien faire. Effectivement, hein, comme je dis, la claque est aussi vue comme une injure. Et donc le suppliant, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'armer d'un pieu qu'il a trouvé juste à côté de lui, il va donner un coup sur la tête, on dit que mort s'en est suivi 10 ou 11 jours après. Et donc Andrew et Richard qui s'est interposé, qui a finalement donné un coup à celui qui lui avait donné une claque, va recevoir une lettre de grâce pour, on va dire, pour le crime qu'il a commis, mais parce qu'effectivement, il était intervenu pour séparer des deux protagonistes, il avait voulu bien faire, il a été insulté, donc il a forcément réagi. Voilà, l'insulte, donc toujours en parole et en geste, hein, j'ai encore le cas, hein, des insultes qui sont proférées par un certain Jean Chenevière. Alors là, on est du côté de Barenton-Buny, hein, des gens qui se croisent sur le chemin qui reliait Barenton-Buny à Laon. Et donc, Jean Chenevière, en fait, qui va insulter deux jeunes gens, parce que ces deux jeunes gens ne l'avaient pas salué. Hein. Donc, lui-même s'était senti insulté, parce que les deux jeunes ne l'avaient pas salué. Par contre, lui-même va insulter ces deux jeunes gens en leur parlant de façon assez ordurière, hein. Par exemple, j'ai relevé le terme de hors de merdaille. Et donc, effectivement, tous les jeunes vont se confronter à Jean Chenevière qui les menace d'un bâton. Et puis finalement, c'est une rixe il y a toujours l'insulte au départ, et puis à la fin, ça se termine en coups, hein, donc soit avec des armes, soit avec les mains. Et puis on signale que finalement, tellement que tant se bâtir, que comme pour le mauvais gouvernement du dit Chenevière, celui Chenevière alla de vie à trépassement 3 semaines après ou environ. C'est-à-dire qu'il s'est fait taper dessus, et puis par son mauvais gouvernement, il s'est peut-être mal soigné. On va dire, on lui trouve des circonstances aggravantes, et donc il meurt. Et donc par contre, les deux jeunes vont être graciés. Alors le mauvais gouvernement, comme on l'appelle, hein, souvent ça va être le mauvais gouvernement de corps. Ça veut dire qu'on est souvent violent, qu'on aime bien un peu le vin aussi, hein, donc on peut être souvent pris d'ivresse et qu'on n'a plus un comportement, on va dire, normal et rationnel. Hein. Et donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de lettres de rémission qui vont évoquer toutes ces rixes homicides, soit dans des tavernes et des lieux de convivialité, mais vous verrez aussi, il y a d'autres endroits où ça se passe. J'ai encore d'autres cas où on peut évoquer, hein, par exemple... Ce qui est assez intéressant aussi de voir dans tous ces cas, c'est toutes les armes qui sont utilisées. Hein. Donc les armes, bien souvent en fait, dans le cas de la rixe homicide, c'est un couteau qui est utilisé. Alors pourquoi un couteau? C'est parce qu'évidemment à l'époque, au Moyen-Âge, quasiment tout le monde avait un couteau, hein, attaché à sa ceinture. Donc un couteau, qu'on on appelle aussi coustel, hein, le couteau, qu'est-ce qu'il sert? Il sert à bricoler, il sert à des fois couper un morceau de bois, il sert aussi à trancher son morceau de pain. Donc c'est vraiment un outil de la vie quotidienne qui est porté à la ceinture. Et
c'est le cas par exemple le 5 juillet 1383 où on a un certain Périné le Couvreur qui se rend dans une taverne au bourg de Saint-Vincent-de-Lans, qui se rend ensuite à une fête, et puis donc à cette fête assiste également un certain Jean Laurent. Et puis donc ce Périné le Couvreur va bousculer le dit Jean Laurent qui lui demande alors pourquoi en fait tu m'as bousculé. Et puis donc Périné le Couvreur sort un couteau, Jean Laurent va faire de même, donc vous voyez il commence déjà à dégainer les armes, et puis Jean Laurent dégaine plus rapidement et va donner un coup à la poitrine donc de la personne qui l'avait bousculé et qui le tue, et comme le dit la lettre, et pour résister à la malvolonté du dit Périné, donc le Périné avait commis l'injure de bousculer, pour esquiver qu'il ne le tuât, il sortit un couteau qu'il avait accoutumé à porter, donc c'est-à-dire qu'il l'avait vraiment par devers lui, et il en frappa d'un seul coup le dit Périné en la poitrine, dont mort s'en est suivi dedans 2 jours après ou environ. Et donc, alors le coupable, évidemment, qui a quand même peur après de la justice, parce que là, à l'époque, quand on est repris par la justice, on n'est pas toujours sûr d'obtenir une grâce. Et donc, la justice lui fait peur. Et lui, par contre, il est en péril d'être banni de notre royaume et de s'ouvrir grande pauvreté et misère, sauf si par nous ne lui est sur ce pourvu de notre grâce et miséricorde. Donc là, dans ces cas-là, la personne qui a fui, souvent, que l'on peut considérer comme banni, alors c'est toujours un peu la question, est-ce qu'il a réellement été banni, c'est-à-dire qu'il est sorti du champ judiciaire, du champ géographique judiciaire de la structure, on va dire, dont il dépend, donc en l'occurrence ce bailliage de Vermandois, c'est pas forcément certain, il s'est peut-être éloigné simplement d'une dizaine ou une quinzaine de kilomètres pour éviter un peu la vengeance de la famille de la personne qui l'avait tué. Il a pu aussi, ça peut arriver, éventuellement se réfugier dans un lieu jugé refuge, un peu comme une église ou un couvent, pour ensuite essayer de négocier avec les parties, on va dire un accord, donc on va dire des fois les négociations et un accord qui serait trouvé, qui permet donc d'aplanir le conflit, pour que ça ne s'envenime pas finalement en vendetta, après en vengeance. Des fois l'aplanissement de ces choses-là se fait de façon assez aisée, et finalement il n'y a pas besoin d'en recourir au roi pour obtenir une grâce. Mais là pour le coup il n'y a pas dû y avoir d'accord, donc le roi s'est vraiment superposé pour donner la grâce, et puis ensuite donc rendre le Jean Laurent donc à sa bonne renommée. Alors comme je vous disais, les armes qui peuvent être utilisées, des fois c'est des couteaux, ça peut être aussi des vraies armes. On trouve par exemple ce qu'on appelle un plançon, qui est une sorte de massue un peu ferrée. On peut trouver aussi un badelaire. Donc un badelaire, c'est une sorte de petite épée un peu courbe, on dirait un peu un cimeterre. Et par exemple, on a le cas de l'usage d'un plançon et d'un badelaire à Bray-en-Lannoy à la fin du XIVe siècle. Et donc je vous cite en nom. Et après Issel-Parole, les deux protagonistes se levèrent tout moult courroucés et chauffés, c'est-à-dire que donc ils étaient déjà assez énervés parce qu'ils en étaient déjà venus avec des paroles assez chaudes, et allèrent en la cour d'Issel-Taverne, ça se passe encore dans une taverne, et pour ce que le dit de Ployard continuait toujours haute parole et poursuivait le dit Romainval, donc là on a le nom des deux contrevenants. Le premier qui doutait que le dit Ployard ne le tue, en fait, il sort lui-même un badelaire qu'il avait à sa ceinture, il en donne un seul coup sur l'épaule, le dit Ployard, donc sur l'épaule, ils se battent, et puis finalement donc le coup de badelaire va être malheureusement pour l'autre protagonisme définitif, puisqu'on dit que 15 jours après ça, le mort s'en est suivi. Donc vous voyez, c'est souvent les expressions que l'on retrouve, donc mort s'en est suivi en la personne du dit Ployard. Donc l'autre coupable va obtenir une lettre de grâce, et donc là on a tout un descriptif des différentes armes qui sont employées. On a encore d'autres armes qui peuvent être utilisées. Alors là j'ai trouvé dans une lettre de rémission pour des jeunes qui habitent à Courtrézy, donc Courtrézy, un haut lieu de délinquance. Ça, c'est un petit clin d'œil pour des personnes qui sont assemblées à Courtrézy. J'espère qu'ils m'en voudront pas. Mais j'ai été content de trouver cette lettre parce qu'elle était assez intéressante. En fait, on a des gens de Courtrézy qui sont partis pour chasser et donc qui ont emprunté un chien. Et un autre groupe a eu la même idée, mais par contre l'autre groupe a volé le chien. Donc évidemment, le premier groupe essaie de choper le second groupe pour réclamer le chien. Et évidemment, ils vont se croiser bientôt. Alors je cite, en une certaine place entre les villes de Goudelancourt et Saint-Herme. Et sitôt qu'ils s'aperçurent, donc les deux groupes, à bien de peu de paroles s'entreprendre
à combattre, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont à peine échangé les paroles, ils ont tout de suite dégainé les armes. Donc, ils ont combattu avec des épées, des pics, des bâtons et d'autres choses, tellement qu'ils s'entrebattirent l'une partie contre l'autre. Et donc, dans cette, on va dire, dans cette bataille, en fait, un certain Janon Maugarny a été tué par un certain Janon Boulanger. Et pareil, mort s'en est suivi 8 à 9 jours après. Donc, il a pris une arme sur la tête. Et d'ailleurs, alors, ce qui est assez intéressant, parce que là, j'avais essayé de faire un relevé à peu près exhaustif des lettres de rémission pour cette période de Charles VI, et rien que pour cet événement-là, où on a donc deux bandes qui se battent, donc il doit être 4-5 à peu près, je pense, de chaque côté, j'ai trouvé 3 lettres de rémission, alors certaines qui sont émises quelques semaines après, ce qui veut dire après le forfait, vous voyez, on allait donc, une partie de la famille allait solliciter une grâce, et ça c'était très vite porté auprès du roi, il fallait peut-être que 3-4 jours pour se rendre de Lens jusqu'à Paris. Et par contre, une autre lettre de rémission est donnée pour un membre de l'autre partie contrevenante quelques années après. Donc vous voyez, finalement, chacun devait quand même avoir un peu à se reprocher des mauvais actes, et je pense aussi, ça j'en ai pas la preuve, mais que quasiment tout le monde avait dû être embarqué par la justice locale en prison après avoir quand même fait un peu le chantier entre les villes de Goudenancourt et de Saint-Herme. Donc là, on a 3 lettres de rémission pour cette petite affaire au départ, mais qui finalement devient assez intéressante quand on compare évidemment les motifs aussi qui sont invoqués par la première partie et par la deuxième partie, parce qu'évidemment quand on confronte les lettres de rémission, les motifs que l'on trouve donnés par la première partie pour critiquer la seconde, évidemment vont se retrouver et se retourner chez la seconde partie envers la première partie. Quand je parle vraiment d'archives riche et truculente, c'est pas faux, parce qu'on prend quand même du plaisir à retranscrire et à lire tous ces documents qui finalement permettent un peu de, enfin, je trouve à mon niveau de pénétrer un peu la vie quotidienne. Alors d'autres armes par contre du crime vont être un peu plus le fruit du hasard ou de l'opportunité. J'en veux donc un crime qui s'est passé, alors là pour le coup encore un autre clin d'œil à notre président, puisque ça s'est passé à Chaillevoix, donc sans doute pas très loin de chez toi. Alors déjà c'est dans un terroir qui s'appelle au lieu-dit les Nevers. Et donc j'ai regardé un peu, je me suis amusé à voir en même temps le cadastre de Chaillevoix. Il y a un lieu qui s'appelle aujourd'hui les Neux. Je pense que le lieu qui était déjà désigné sous ce nom-là, vous voyez, existe encore aujourd'hui, comme quoi la permanence des noms de lieux est très très ancienne. Ça c'est aussi un aspect, on va dire, un peu plus géographique. Je suis une petite aparté, mais très intéressant à soulever. Et donc à Chaillevoix, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement l'utilisation de râteaux en fait. Les gens se sont donné des coups de râteau pour se battre. Alors l'histoire c'est simple, en fait on avait quelqu'un qui faisait les foins, et puis passe son cousin pas très loin, donc là c'est plus une affaire de famille, même si c'était peut-être du cousinage un peu éloigné, et puis le second là qui passait à côté des champs, il signale au premier qui faisait les foins: oh mais tu m'as menacé, faux fils de putain, tu as dit qu'il y a quelques années j'avais pillé une partie de la récolte sur ce champ. Alors bon, évidemment le premier qui se fait insulter fils de putain est pas content, il prend son râteau et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappa le dit Guillaume sur le dos tellement qu'il lui embâtit les broches, donc on va dire les pics du râteau. Les broches lui dira-t-elle deux dans la chair, et en celui moment, mu de chaud sang, donc ça veut dire pareil, qu'il était encore très très énervé, doutant la force du dit Guillaume et qu'il ne le refrappe une nouvelle fois, et pour peur de mort, frappa un autre coup du dit râteau sur la tête du dit Guillaume. Et donc évidemment Guillaume malheureusement ne survit pas à cette attaque, et le contrevenant qui s'appelait donc Jean de Juvigny, lui par contre qui redoute la justice, on dit qu'il va s'enfuir dans les bois de Neux qui joint le pré. Alors fait réducteur quand même, le contrevenant n'était âgé que de 18 ans, et finalement ça va permettre, malgré ce crime, qu'il obtienne assez facilement une grâce. On reviendra tout à l'heure sur la jeunesse qui peut être aussi un aspect en fait de mensuétude qui va être pris en compte. Alors, deuxième type, outre la rixe homicide, sur laquelle j'ai beaucoup insisté, je regarde l'heure en même temps, parce que je suis désolé, j'ai toujours tendance à parler. Alors, je tiens par contre à vous rassurer quand même, le portail sera ouvert jusqu'à 20h15. Je ne serai pas obligé de faire le planton ou terminer ma conférence devant le portail dans la cour du conseil départemental. Voilà. Ensuite, donc, d'autres types de crimes, outre la rixe homicide, donc je vous dis, qui concerne vraiment la majorité des crimes, ça va être le blasphème. Et le blasphème, alors
Blasphème, comment ça se définit? C'est simple, hein, souvent c'est caractérisé par une expression qui dit vilain serment ou serment défendu. On n'a pas le nom même vraiment les mots même du blasphème, mais ça va être par exemple par le sang Dieu ou par la Sainte Vierge. Hein. Vous voyez vraiment quand on s'en prend, on va dire soit à Dieu, soit à ses saints, soit à la Vierge, ou par exemple je renie Jésus-Christ. Bon, vous voyez, ça ce sont vraiment des crimes de blasphème. Hein. Donc là on a vraiment le crime par la parole. Alors les blasphèmes, évidemment, il y en a beaucoup qui sont commis en fait, hein, évidemment en public. Donc là, pour le coup, quand c'est commis en public, on risque très rapidement de partir en prison et d'être sanctionné. Alors, je vais en prendre, hein, j'en ai relevé 7-8, mais j'en citer peut-être un ou deux. On a par exemple le boulanger de Bruyères et Montbéraud, Jean Marquet, qui jure le vilain serment contre Dieu et la Vierge. Tout ça parce qu'il avait été aussi un peu surpris de vin et qu'il avait perdu au jeu. Hein, donc là, on lui trouve quand même des circonstances atténuantes. Lequel Marquet, considérant son délit, doutant de rigueur de justice, s'est absenté du pays, a délaissé sa femme et ses petits-enfants, qui sont en voie de mendier, et lui-même n'ose retourner dans son pays, sauf s'il reçoit donc la grâce du roi. Et donc le roi, évidemment, va le restituer à sa bonne renommée, etc. Par contre, il aura quand même une condamnation. Hein. Autant les homicides, j'ai remarqué qu'en général, on était totalement absous du crime. Hein. On peut regagner directement sa maison, récupérer tous ses biens. Par contre, pour les personnes qui ont commis un blasphème, donc qui ont mal parlé, qui ont parlé du vilain serment, souvent ils vont être condamnés à une amende et aussi un pèlerinage. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui vont être condamnées à faire un pèlerinage à Boulogne-sur-Mer, hein, donc on le dit expressément, partir donc faire son pèlerinage à Boulogne-sur-la-Mer à pied, offrant devant devant l'image de la Vierge un cierge de cire qui pèse par exemple 6 ou 7 livres, et évidemment au retour de cette pénitence, hein, on doit ramener une lettre de certification qui attestera que l'on a bien obéi, qu'on a bien fait son pèlerinage, que l'on a offert ce cierge. Et souvent il y a aussi une petite amende qui est donnée, hein, donc ça peut être jusqu'à 10 ou 20 livres, ce qui est quand même déjà assez important comme somme à l'époque. Et souvent cette somme elle va être donnée pour un établissement charitable. J'ai trouvé pour l'Hôtel-Dieu de Bruyères et Montbéraud, pour l'Hôtel-Dieu de Laon aussi. Donc on a des dons comme ça qui sont donnés, enfin contraints, hein, évidemment par les personnes qui ont commis des blasphèmes. Pareil, on a encore une autre personne, hein, c'était quelqu'un, alors lui, oui, il n'avait pas de chance parce que c'était un tavernier qui était accusé par des fermiers, qui levaient l'impôt en fait, d'avoir plus vendu de vin qu'il ne l'avait annoncé. Alors bon, pareil, il commence à s'énerver contre les collecteurs d'impôts, il commence à jurer le vilain serment, à jurer de Dieu et de la Vierge Marie plusieurs fois. Donc les officiers du roi le font mener en prison, il continue malgré tout à jurer, et puis finalement, on va quand même lui pardonner parce qu'on dit que sa femme est maman d'un jeune enfant, hein, qu'elle va aussi bientôt accoucher, on dit nouvellement délivrée d'enfant, hein, donc ça veut dire qu'elle était proche de l'accouchement, et donc c'est pour ça qu'on va faciliter la grâce octroyée à cette personne donc, qui avait commis le blasphème. Voilà, donc pareil, hein, c'est vrai que souvent le blasphème, donc là vous avez une représentation d'un blasphémateur, donc là c'est plus une image du 14e, 15e, j'essaie de vous trouver plutôt des images 14e, 15e contemporaines, mais on est plutôt sur du 13e, hein. C'est plutôt, vous voyez le décor là que l'on a 13e siècle, et là on est en train d'arracher la langue en fait à quelqu'un qui avait commis le blasphème. Le blasphème, si vous vous souvenez, là je fais aussi une petite aparté, était fortement condamné par Saint Louis. Hein. S'il estime aussi que la première croisade en 1248-1250 à Damiette a échoué et qu'il a été prisonnier pendant des années dans les geôles musulmanes, il s'en est aussi pris en fait au mauvais gouvernement des habitants de son royaume, et au retour de Terre Sainte en 1254, il va édicter tout un tas de lois, et notamment qui va réprimer très durement le blasphème. Hein. Donc finalement, la justice et la sanction du blasphème que l'on voit à la fin du Moyen-Âge, elle est directement héritée de cette justice finalement assez punitive de Saint-Louis. Hein. Donc vous voyez, finalement, des fois, l'image de Saint-Louis que l'on a comme un roi, on va dire, vertueux et puis il pouvait gracier, c'était quand même une justice assez dure qui finalement va peut-être s'atténuer à la fin du Moyen-Âge, bien que l'on soit en période de crise et de guerre. Voilà, donc là je referme juste la parenthèse. Voilà, j'ai une autre image aussi après des pèlerinages, hein. Donc là on a une scène de pèlerinage, ça doit être d'ailleurs je pense devant Sainte-Catherine d'Alexandrie, puisque j'ai remarqué ce matin en regardant mon PowerPoint qu'elle avait une épée et la roue, donc alors je ne sais pas où est présentée cette scène de pèlerinage, mais je m'étais dit qu'elle pouvait bien illustrer des personnes qui auraient blasphémé à Lan ou dans le Lannoy. Alors à côté encore de ce crime de blasphème, on a d'autres crimes, par exemple le vol, hein. Alors le vol,
Lui, c'est assez particulier parce qu'effectivement, le vol, c'est conçu comme un crime, surtout quand il peut y avoir des circonstances aggravantes quand on est récidiviste. Je vais vous citer un ou deux cas de récidive. Mais par contre, il peut aussi bénéficier de circonstances atténuantes quand il est fait, on va dire, dans le besoin. C'est-à-dire si par exemple vous êtes pris à voler vraiment pour nourrir votre famille, là dans ces cas-là on va vous trouver des circonstances atténuantes. Quand vous êtes dit vraiment mendiant, là on sait que c'est vraiment pour nourrir, que c'est vraiment un acte auquel vous êtes acculé parce que vous ne pouvez plus rien faire d'autre pour vous nourrir vous et votre famille. Là on va pouvoir, on va dire, facilement vous pardonner. Le vol, il va être beaucoup plus sanctionné pour plusieurs raisons. Par exemple, quand on commet un vol de nuit. Pareil, je ne vais pas encore, on va dire, trop déblatérer sur la nuit, mais la nuit, c'est souvent, on va dire, un lieu où se commettent les forfaits les plus horribles. On se cache, en fait. Donc, ça aussi, c'est perçu comme, on va dire, un crime un peu aggravant. Quand vous êtes aussi un voleur un peu inconnu dans la société, si vous êtes un vagabond, si vous êtes quelqu'un, on va dire, un peu en dehors on va dire, des sentiers battus, quand vous êtes un peu un marginal, les marginaux sont souvent, on va dire, condamnés par la justice locale. Donc, si par contre on est intégré dans la société, et bien que l'on vole, on peut quand même plus facilement recevoir la grâce du roi. Alors, ce qui est assez récent aussi, des fois, c'est simplement l'estimation de tous les biens qui ont été volés qui peut amener la grâce. On a vu tout à l'heure, on avait un petit détail des biens qui avaient été volés par la jeune fille. On peut avoir aussi d'autres cas. Donc, par exemple, j'ai le cas d'un certain Jean Brelet. On est à Anisy-le-Château. Donc, Jean Brelet, lui, il est couvreur de tuiles. On dit aussi qu'il est chargé de femmes et de 3 petits-enfants et qu'il travaille chez un écuyer qui s'appelle Corbeau de Chalandry. Alors bon, il doit faire des petits travaux. Il est couvreur. Il doit sans doute un peu travailler dans la maison de ce Corbeau de Chalandry. Mais bon, le problème, c'est que le Corbeau de Chalandry, en fait, il refuse de le payer. Alors, Jean Brelet, qu'est-ce qu'il fait Comme on signale qu'il est moult pauvre homme et qu'il avait et a grande nécessité d'avoir la dite somme de 3 francs pour avoir la vie et la substantation de lui, de sa femme et de ses enfants dont il est chargé, et bien qu'il ait fait en plus tous les ouvrages en bonne saison et en temps de vendange, qui est la saison de toute l'année la plus nécessaire et là où tous les laboureurs ont l'habitude de plus gagner leur vie pour vivre. C'est assez intéressant quand même cette information, c'est-à-dire que vous avez aussi beaucoup de personnes qui viennent pour faire les vendanges parce qu'évidemment on emploie beaucoup de monde et ça permet de gagner de l'argent. Comme il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, on allait encore faire les vendanges pour ça. Et donc on met en opposition le temps de vendange au temps d'hiver, auquel temps on ne peut en fait ouvrer aux 10 métiers. C'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas trop travailler en période d'hiver, donc c'est beaucoup plus difficile de travailler et on va dire de gagner de l'argent et de se nourrir. Alors évidemment, si on travaille et en plus on n'est pas rémunéré en plein hiver, il y a des circonstances atténuantes pour le vol. Et donc ainsi comme par désespérance et tentation de l'ennemi et par la très grande nécessité qu'il avait de vivre, il est entré de nuit en l'hôtel du dit Corbeau et en celui il a pris et a enlevé une couverture de gris, une plante de brunette qui était fourrée, des courtines et tout ça en fait il l'a emporté à Lens, il a vendu tout ça à un lombard. Il y avait des marchands lombards qui habitaient rue du Change, la rue du Change que avant ça s'appelait la rue des Lombards. Donc ceci explique cela. Et puis finalement, en fait, il a été reconnu par le prévôt de la cité et puis il a été emmené directement en prison. Donc c'est pour ça, là, de la prison, ses amis demandent une grâce au roi qui va lui accorder et donc il va être mis lui aussi encore à sa bonne renommée. On a aussi le cas d'un habitant de Faucoucourt, par exemple, qui a été condamné à mort en 1387. Alors la lettre de grâce qui va finalement lui permettre de sortir de prison. On signale qu'il est un pauvre parmentier ou couturier, qu'il demeurait naguère à Vervins, qu'il est âgé de 64 ans. Donc là, on insiste plutôt sur son âge assez avancé pour l'époque. Et donc, on signale que lui aussi se rend à Lens pour faire les vendanges et gagner un peu sa vie, qu'il vient se loger en fait à l'hôtel du Pot d'Étain. Et qu'ensuite, au repas de midi, il a volé 7 écuelles en étain d'une valeur d'environ 7 sous. Je vous rappelle, un artisan, ça gagne à peu près 2 sous par jour. Et donc lui aussi va se faire vite arrêter et emmener en prison par le prévôt de la ville. Et donc, alors il est déjà arrêté par le prévôt, et autre raison en fait pour laquelle il va invoquer une grâce, c'est que non seulement il a volé, mais comme il est en prison, il va aussi essayer de se suicider. Comme on dit, on va dire de se couper la gorge, mais il est donc homicidé, mais il est empêché par d'autres prisonniers qui partageaient sa détention, et finalement il va réussir simplement à se faire qu'une plaie au niveau de la gorge. Alors lui, il demande en fait une rémission
à la fois pour le larcin qu'il a commis, mais aussi donc pour le suicide, hein, parce qu'évidemment, se suicider, ça c'est une valeur assez importante. Hein. Se suicider, c'est, on va dire, un acte contraire à Dieu, puisque seul Dieu a le droit de vie et de mort. Et le suicide, évidemment, amenait forcément la personne à être enterrée en dehors de tout cimetière et de toute terre consacrée. Et puis en plus, évidemment, les biens sont confisqués. Enfin, c'est une sorte de bannissement du corps après le décès. Alors, autre cas encore de vol, ça c'est assez intéressant. On a le cas d'un certain Houdini Bandine, qui est voleur récidiviste et qui, lui, par contre, on signale précisément qu'il risque la mort, hein, alors qu'il est à peine âgé de 22 ans. Alors, la liste de ses méfaits, elle est longue comme le bras. Je vais juste en citer quelques exemples, hein, parce qu'en fait, la première fois, on dit qu'il a volé une charrette, qu'il est monté dessus, il a essayé de rompre donc une maison dans laquelle donc il a volé une bourse en soie. Ensuite, dans la même maison, un an plus tard, il a creusé un trou dans le mur pour rentrer à l'intérieur et il a volé donc une courte robe qui était fourrée, un chaperon pour une femme, un chaperon d'homme, un chaperon de Dara pour faire deux autres chaperons. Il a volé aussi des nappes, l'une de ciseaux. Vous voyez, on donne même les dimensions des nappes, hein. C'est quand même assez extraordinaire comme luxe de détail dans ces documents. Et voilà, donc on signale que tout ça, il a essayé de les voler et puis il les a vendus. Donc il a été une première fois fait prisonnier, il a récidivé, alors il s'est enfui, il a récidivé plusieurs fois, enfin je passe un peu, il a dû faire au moins 3-4 prisons, et lui vraiment c'est un récidiviste, on va dire jeune, hein, 22 ans, mais bon lui vraiment il a eu, je pense, assez chaud, et finalement il a été vraiment absous et il a obtenu la grâce royale. Je pense que ça a été assez difficile pour lui et ses proches de négocier, mais malgré tout il est quand même remis à sa bonne renommée, et donc il obtient une grâce. J'ai le cas encore, alors là pour le coup c'est assez intéressant parce que jusque là je vous ai cité des noms qu'en fait j'appellerais des anonymes, hein. Ce sont des personnes que je n'ai jamais rencontrées dans les archives communales de Laon, pour une bonne et simple raison, c'est que la plupart ils n'habitent pas à Laon. Par contre quand je trouve des lettres de rémission de Lannoy, ce qui m'intéresse toujours c'est de voir est-ce que je les ai déjà trouvées dans les archives communales qui sont conservées ici. Et là par chance j'ai retrouvé les traces d'un maçon donc qui s'appelait Jean Sandras, et alors lui bon c'est pas un vol, mais il a falsifié plus ou moins une reconnaissance de dette auprès d'un certain Aubry Perret pour l'achat de bûches et de fagots. Et donc il a commis ce forfait. Et ce qui est assez amusant, hein, donc, c'est qu'il a surtout retrouvé donc sa grâce, enfin il a retrouvé sa renommée puisqu'il a été gracié en 1409, et quelques années après je le vois, il réalise encore des travaux pour la ville. Donc vous voyez, hein, pour le coup la grâce avait vraiment été efficace puisqu'il a été mis à sa bonne fama, sa bonne renommée, et qu'il a pu à nouveau retravailler comme tout un chacun. En fait il avait été totalement réinséré dans la société de l'époque. Alors juste pour vous montrer quand même un ou deux documents lannois, parce qu'on ne va pas rester que sur des documents des archives nationales. La mention de Jean Sandras, hein, donc là c'est un document qui est assez intéressant, j'aime beaucoup utiliser ce type de typologie dans les archives, c'est ce qu'on appelle un rôle de taille, donc un rôle d'impôt qui est émis au XVe siècle, où vous avez donc la liste de tous les habitants, paroisse par paroisse, hein, donc ce sont les chefs de feu qui sont mentionnés, et à côté de chaque nom vous avez la somme à laquelle ils sont imposés. Alors Jean Sandras, il faut que je vous le retrouve, j'en ai un autre, sinon on va le retrouver aussi dans une lettre de rémission, c'est un certain Lambert Sodescol. Vous voyez, on parle en fait de la femme feu Lambert Sodescol, qui lui aussi a commis un vol, et qui est donc gracié, et que je retrouve quelques années après, enfin pour le coup il est décédé depuis quelques années, mais que je retrouve aussi dans les archives communales de Laon. Voilà. Alors bon, voilà, on a par exemple des visions d'hommes dépouillés, hein, c'est assez fréquent de trouver, on va dire, toutes ces attaques, évidemment, qui s'en prennent à certaines personnes. Alors, outre ces vols, hein, qui peuvent des fois être sanctionnés, notamment par la coupure de la main, outre le suicide, hein, que j'avais évoqué pour ce voleur qui avait essayé de s'homicider, voilà, j'ai aussi trouvé un autre document. Donc là, voilà, ça c'est le document qui concerne Jean Sandras, hein, en 1414. Donc il est payé quelques années après avoir obtenu la grâce. On sait qu'il fait des travaux, notamment, là ici on lit, enfin le parchemin est un peu chiffonné, mais il a travaillé sur la placette de Sainte-Geneviève, il a travaillé je crois au puits de la ville, et puis il a fait d'autres travaux de maçonnerie. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce que finalement quand on a la lettre de rémission d'un côté et puis des documents d'archives de l'autre, ça donne aussi des fois un peu corps à toutes ces personnes qui peuvent au départ nous paraître vraiment des anonymes en totalité, mais finalement qui ressortent un peu on va dire de la noirceur de l'histoire dans laquelle ils avaient été plongés.
Voilà, donc non, j'avance pas trop vite. Ouais, pour l'instant, voilà. D'autres crimes encore qui peuvent être commis, alors là, ça va être plus de l'ordre de l'accident ou de la négligence. Ça peut être par exemple un cheval qui s'emballe, qu'on n'en arrive pas à retenir, et donc une femme qui est bousculée par le cheval meurt. Donc la personne qui est propriétaire du cheval va demander donc une lettre de rémission. Un autre accident aussi assez dramatique, alors là, pour le coup, que la justice médiévale considérait comme un infanticide, mais qui n'en est pas un, en fait. C'était simplement une jeune fille, qui est quand même âgée de 36 ans, pour le coup, qui s'appelle Isablé la Villoise, a été chargée de garder un petit enfant, de l'allaiter, de le nourrir, donc comme une toute bonne nourrice. Et malheureusement, en fait, elle s'est couchée à côté de l'enfant, comme on dit, tout emmailloté, enveloppé de ses 10 drapeaux, de ses draps. Et donc, malheureusement, en fait, lorsqu'elle se réveille vers 2h du matin, elle se rend compte, alors qu'elle voulait allaiter l'enfant, que l'enfant étant de côté, il avait trépassé. Et donc, évidemment, la mort de l'enfant, c'est quand même vu comme quelque chose de très grave au Moyen-Âge. Et là, elle va être poursuivie avant d'obtenir une grâce donc de la part du roi. Alors elle, par contre, pour son crime, oui, c'est considéré comme un crime, elle va être enfermée au beffroi, donc sur l'actuelle citadelle, et non pas donc dans la tour de Louis d'Outre-mer. Alors on a aussi le cas par exemple d'un geôlier, un autre geôlier. Les geôliers apparaissent très souvent dans les lettres de rémission, c'est assez intéressant. Alors pour le coup là, le geôlier du beffroi de Laon, il est accusé d'avoir laissé des personnes s'enfuir à la fin du XIVe siècle, et donc le fait d'avoir laissé s'enfuir aussi des personnes quand on est geôlier, ça veut dire que l'on n'a pas fait son travail efficacement, et finalement lui aussi va devoir demander une lettre de rémission, sinon il risquait fortement d'être sanctionné par sa justice de tutelle. Alors, voilà, comme je vous disais, là, c'est une violence finalement vous voyez, qui traverse un peu toute la société, parce qu'on a toutes les catégories qui sont représentées, même si souvent on remarque que dans ces actes de violence, ce sont souvent des personnes de même condition qui s'affrontent. C'est rare que l'on ait vraiment, on va dire, un noble d'un côté et puis un clerc de l'autre, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Alors, la violence qui traverse toute la société, ça permet aussi d'avoir un petit panel des représentants de ceux qui commettent les crimes. On a des nobles. Les nobles, c'est peut-être 2 à 3% de la société en général. Les nobles, dans les lettres de rémission, souvent ils apparaissent dans 3 ou 4%, donc un peu plus qu'en proportion de la société. J'ai pas d'exemple malheureusement pour Laon, donc là je pourrais pas vous en citer. Bon, par contre la place des jeunes, ça j'en ai trouvé un et c'est assez éclairant aussi. Donc c'était quelqu'un qui travaillait la toile, qui est âgé d'environ 24 ans, et on signale qu'à l'âge de 10-11 ans, à l'époque, il avait commis un fait très répréhensible. Donc en fait il s'était laissé enfermer dans une église de Laon, alors peut-être la cathédrale, donc il y était demeuré toute la nuit, sans évidemment que personne ne l'ait vu. Et puis donc il s'est emparé d'un couvre-chef qui ornait l'image de la Vierge, etc. Il a ensuite dormi dans l'église et puis il s'est fait arrêter tôt le matin, et donc il a été mis en prison pendant 17 jours au pain et à l'eau. Et finalement, il a été aussi battu et fustigé de verge par voie de justice par les carrefours de la ville, et ensuite il a été délivré. Mais il n'a pas obtenu de grâce encore du roi, et il demande une grâce seulement plusieurs années après, puisqu'il a 24 ans, donc vous voyez, 13 ans après. Je pense qu'il a dû avoir des problèmes quand même pour malgré tout se réinsérer. Il devait porter un peu cette honte, même si c'était un enfant. Et ce qu'il fait, donc il demande une grâce, et en plus, pour un acte qui a quand même été commis dans un lieu consacré et de nuit, ça c'est aussi un fait très 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 grave. Et puis finalement, la grâce qui va lui être octroyée, ça va, je pense, bien lui réussir, puisque quelques années après, ce jeune homme, donc il s'appelait Pierre de Chaumont, mais je vais le retrouver aussi comme collecteur d'impôts. Donc vous voyez, je pense qu'il avait dû réinsérer après la société. Il avait pu pouvoir vraiment faire table rase de tout son passé, ne plus traîner comme une honte sur le front le forfait qu'il avait commis. Alors, évidemment, là, j'ai surtout parlé des hommes, je vais quand même parler aussi des femmes, la place des femmes dans les lettres de rémission. Alors, les femmes, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elles sont plus souvent victimes finalement qu'autrices de forfaits. Les forfaits, les crimes sont plutôt de l'apanage des hommes, on va dire à 90% quasiment, mais on a quand même des fois quelques femmes qui peuvent être par exemple au départ surtout vues comme des victimes. C'est par exemple le cas d'une certaine chambrière qui s'appelle Marion. Donc là on est du côté de
je ne sais plus quel village, ça doit être, oui, c'est Anilly-le-Château, voilà, et donc elle se fait en fait insulter alors qu'elle voulait fermer la taverne. Elle se fait insulter par un certain Alain Debray qui lui dit mais non, nous on n'a pas envie de se coucher, sanglant de ribaude, enfin bon, pareil, je vous passe encore toutes les insultes. Et puis donc elle s'en prend, donc elle réagit, hein, puisque dans son honneur elle a quand même été blessée, donc elle lui signale tu as menti, sanglant larron. Elle le prend à la gorge et puis finalement la personne qui l'avait insulté va la frapper et malheureusement quelques semaines après elle va mourir en fait des coups qui lui ont été donnés. Donc voilà, elle c'est vraiment une victime. La femme elle peut être aussi des fois l'objet d'une rixe, hein. C'est par exemple une épouse qui a insulté son mari comme un certain Michel Le Carlier, donc qui se fait insulter par la femme et finalement donc le mari en a marre de se faire insulter régulièrement par sa femme, hein, en disant en même temps qu'elle était de petit gouvernement, de petite vie, et finalement il s'en prend à sa femme, il la tue et le mari aura des circonstances atténuantes. Voilà. Bon, mais il y a une part de tristesse et puis de trivialité, hein, dans ces lettres. Donc bon, il faut un peu se détacher de la partie un peu tendre pour après prendre un peu de recul et puis voir vraiment ce qu'est la société. La plupart des femmes coupables, d'ailleurs, que j'ai trouvées, c'est pas forcément des femmes qui ont commis des crimes de sang, c'est plutôt des vols en fait. Beaucoup de femmes qui sont accusées de vol et qui pour le coup sont emmenées en prison et où elles risquent ensuite éventuellement d'être prises à mort ou au moins d'être condamnées très, très durement, comme on le dit. C'est par exemple le cas, bon, j'en ai relevé 5-6, hein, une certaine Marguerite de Lens qui est prisonnière donc pareil au Beffroi, tout ça parce qu'elle avait volé encore des vêtements, hein, donc là on est au début du 15e siècle. Alors pour le coup elle devra faire pénitence nu-pied pour aller en pèlerinage, non pas jusqu'à Boulogne, hein, mais un peu plus près jusqu'à Liesse-Notre-Dame, et elle y déposera un cierge de 2 livres, et donc elle priera devant l'image de la Vierge Marie. Voilà, donc souvent ce sont des vols, hein, qui leur sont imputés. On peut avoir quand même quelques femmes, hein, qui s'entrebattent entre elles. J'ai trouvé un cas, là c'était plus une rixe de voisine, hein. Il y en a une qui a franchi en fait le jardin, enfin qui est rentré dans le jardin de l'autre en franchissant un peu le portail, ou on va dire la séparation, la haie végétale, et en fait le fait aussi de rentrer chez l'autre, de fracturer la porte, c'est aussi vu comme une insulte, hein. Ça c'est pareil, c'est comme quand on vous tape sur l'épaule, quand on vous donne un coup sur la tête pour vous faire tomber le chapeau, ça aussi ça peut être vu comme une offense, et donc évidemment les deux filles vont se battre, et puis donc celle qui a commis le forfait, finalement elle va lancer des cailloux sur la deuxième, et malheureusement la deuxième va périr de ces cailloux qui ont été jetés sur elle. Voilà, donc effectivement les femmes, retenez qu'elles sont quand même plus souvent vues comme des victimes, hein, donc évidemment outre les viols, hein, qui interviennent notamment quand les villes ont été prises, hein, ça c'est un cas assez fréquent, hein, les villes prises par des armées. Notamment, je peux faire référence au siège de Soissons, hein. On sait que quasiment toutes les moniales, malheureusement, ont subi l'horreur du viol en 1414, quand les armées armagnacs ont pris la ville qui était jusque tenue aux mains des Bourguignons. On a aussi donc, par une autre illustration, un homme qui bat sa femme à coups de bâton, ou sinon donc des violences qui peuvent s'exercer, hein, des viols aussi que l'on a en pleine nature, hein, sur des routes, effectivement des femmes qui peuvent être durement violentées. Alors d'ailleurs, des fois, là je retourne un peu la situation, et donc quand les coupables sont des hommes, hein, sur des femmes, quand la femme violée est une vierge ou une religieuse ou une femme de bonne situation, ça va être plus difficile de se faire pardonner que si on viole une femme de petite vertu ou ce qu'on appellerait aujourd'hui tout simplement une prostituée, hein. Il y a malheureusement une différence qui est faite, alors qu'aujourd'hui, évidemment, la justice est totalement différente, hein. Il faut toujours combattre un peu tous les a priori que l'on peut avoir au XXIe siècle. Ce n'est pas du tout la même vision que l'on peut avoir 6-7 siècles auparavant. Alors pareil, aux côtés des femmes, hein, il y a aussi les religieux qui apparaissent un tout petit peu, mais j'ai très peu de cas pour l'an. La place du clergé, j'ai eu un cas, hein, par exemple du curé de Saint-Jean-au-Bourg, hein, en 1421, donc là on est plutôt à la fin du règne de Charles VI. Il se dispute en fait avec un certain Gilles Bain-le-Sel au sujet de son chien. En fait, le curé il accuse un de ses voisins d'avoir tué son chien. Alors voilà, le curé qui dit où est mon chien, etc. Et puis il s'en prend donc à cette personne-là en le traitant de mauvais ribot,
d'Armagnac aussi, hein, puisque là à l'époque, on va dire, on a une grande violence entre Bourguignon et Armagnac. En 1421, vous avez eu le meurtre de Louis d'Orléans en 1407, mais en 1421, en 1419, retournement de situation, ce sont les Orléanais, enfin les Armagnacs, qui ont tué le duc de Bourgogne sur le pont de Montereau. Donc là, les deux camps sont totalement irréconciliables, et à partir des années 1415-1420, on voit pas mal d'insultes, sale traître, faux traître bourguignon ou faux traître Armagnac, c'est assez fréquent. Et donc là, c'est le curé de l'église Saint-Jean-au-Bourg qui va insulter donc son voisin de sale, enfin de mauvais Armagnac. Et donc effectivement, les deux vont se battre, hein, et malheureusement, donc le curé va recevoir un coup mortel. Et finalement, donc le curé souvent est quand même une victime, mais là on signale quand même qu'il avait déjà abusé du vin et qu'il était quand même récidiviste, hein, puisque c'était pas la première fois qu'il insultait. Enfin, dernier cas aussi pour vraiment montrer que la violence, elle est vraiment au-delà dans toute la société, mais au-delà de toutes les castes, on dirait. Hein. Ça peut des fois être aussi des cas de famille où le père, par exemple, peut se disputer avec le fils. Hein. J'ai relevé un père et un fils qui travaillent dans une vigne, et puis le père qui critique un peu le fils parce qu'il ne travaille pas assez vite. Donc là, ils vont se taper à coups de bêche dessus, et puis malheureusement, le père va tuer son fils. Bon, en même temps, après, on signale que le fils était quand même un peu fainéant sur les bords, hein. Donc on trouve encore une fois des circonstances atténuantes au père, qui pour le coup va aussi être gracié. Mais le cas des conflits familiaux, c'est finalement très très rare, parce que souvent la famille, en fait, comme je vous disais, on est dans une société où la famille fait corps avec les contrevenants, et vraiment avoir la famille derrière soi, comme je le disais, hein, les amis charnels, ça c'est très très important pour être bien intégré dans la société. Voilà, il est déjà 19h25, je vous promets, j'accélère parce que la troisième partie est beaucoup plus courte, mais je savais que j'allais beaucoup parler. Hein. J'espère que vous arrivez à tenir le coup. Voilà, donc alors les apports, là, c'est ce que j'ai appelé un peu les apports inattendus des lettres de rémission, hein, donc là un peu au-delà de la violence, finalement, qu'est-ce qu'elles ont apporté, pas mal d'informations finalement sur, je vais vraiment être très synthétique sur le début de cette troisième partie, un peu plus long sur la fin de la partie qui est quand même assez intéressante. Donc c'est très intéressant notamment pour toute l'étude des lieux de sociabilité, hein. Par exemple, quand vous êtes dans une taverne, quand vous êtes par exemple, alors là voilà, on a l'idée d'une taverne, quand vous êtes sur un champ de foire par exemple, quand vous êtes par exemple dans un lieu de sociabilité, hein, une fête, donc ça donne toujours des petites informations sur les jeux. J'ai retrouvé par exemple des gens qui jouaient avec une balle de cuir du côté de la porte Lupso, hein. Il y avait sans doute un petit terrain de jeu, donc vous voyez des petits événements qui peuvent paraître assez anodins, mais finalement assez intéressantes. Et donc finalement derrière toute cette violence, hein, ce que l'on a finalement, il faut le retenir, c'est malgré tout la guerre qui fait rage, hein, entre les Français et les Anglais, puis aussi entre les Armagnacs et les Bourguignons. Alors je vois quand même encore une petite diapositive, et ça c'est assez intéressant. Là je vous montre donc une photo de boucherie, parce que j'ai aussi trouvé une lettre de rémission concernant donc un boucher qui s'appelle Thomas de Grême, et qui lui en fait on l'accuse d'avoir vendu de la peau, de la viande de veau qui sans doute était un peu avariée, hein. Il y avait des règles, hein, pour les bouchers, il ne va pas la laisser plus de 2-3 jours sur un étal, et lui on voit qu'il a un peu dépassé ce qu'on dirait la date limite de consommation, et donc il obtient une première grâce en 1384, et en fouillant dans toutes les lettres de rémission, j'ai trouvé une nouvelle rémission qui est faite quelques années plus tard pour un cas un peu similaire, pareil encore, hein, une vente de viande un peu sans doute un peu faisandée, ou on va dire plus trop consommable. Et dans la deuxième lettre de rémission qui est émise, je crois, une dizaine d'années après, on fait aussi référence à la première lettre de rémission qui lui avait été accordée, hein. Donc pour le coup, vous voyez, on peut cumuler aussi des lettres de rémission. Voilà, donc ça c'est un cas assez particulier, mais qui expliquait en même temps, là pour le coup, les bouchers, c'était assez pertinent, parce qu'on avait des informations aussi sur le travail de la boucherie, et comme quoi on pouvait exposer certaines viandes et non pas d'autres 2 ou 3 jours sur les étals. Alors comme je vous disais, après évidemment, l'image que l'on a vraiment du XVe siècle, c'est surtout une image de guerre, hein, qui est en arrière-plan, donc guerre civile. Guerre franco-anglaise, hein, évidemment les Anglais profitent largement du désordre et puis du roi fou, parce que je ne sais même plus si je vous l'ai dit, mais évidemment en plus Charles VI, c'est même là où j'aurais dû commencer, c'est que le roi, qui est roi depuis 1380, il est tombé fou en 1392 avec de rares périodes de lucidité. Donc évidemment, quand vous avez le conflit entre Armagnac et Bourguignon, ce sont deux camps qui s'opposent, parce que les deux camps veulent en fait dominer la personne du roi. Et la guerre, elle va toujours être en arrière-plan dans beaucoup de
de lettres de rémission. Alors là, j'ai par exemple mis, mais j'ai pas le cas parce que Laon finalement n'a pas trop eu à subir de siège, mais j'ai mis quand même des représentations de sièges qui des fois se terminent mal avec des scènes de pillage. Et ce qui arrive des fois, c'est que des soldats reçoivent aussi des lettres de rémission pour des forfaits qu'ils ont commis. On a le cas par exemple d'un certain Jean Luquet, qui avait volé Jean Cousin, pardon, qui avait volé un bassinet, donc une protection lors du siège de Soissons en 1414, qu'il a ramené à Laon, et puis comme il l'a volé parce que c'était déjà le butin d'un autre Armagnac, il va être finalement poursuivi, jugé, condamné, mais il va recevoir aussi une grâce royale. Il y a aussi toutes les révoltes qui ont pu intervenir au tout début du règne de Charles VI, notamment pour les raisons fiscales. On a par exemple la mention d'Ancel de Saint-Clément qui habitait la paroisse Saint-Pierre-au-Marché. Alors lui, il obtient une lettre de grâce parce qu'il s'est un peu rebellé contre quelqu'un qui levait l'impôt à Laon, et lui signalait en fait il revendiquait qu'il n'avait pas à payer l'impôt étant donné que sa propriété principale était à Vorsen. Alors ça doit être aujourd'hui Ployard et Vorsen, mais le collecteur d'impôts lui signale si tu as quand même encore une habitation sur Laon, donc tu dois malgré tout t'acquitter de l'impôt. Et puis surtout donc alors pour payer l'impôt, il va mettre en gage quelques objets, etc. Et puis quand il veut récupérer les objets, en fait, la personne qui lui a prêté se moque un peu de lui, etc. Donc je vous fais pas un dessin, il y a encore une rixe homicide qui dégénère un peu. Et puis finalement, ils s'entrebattent, ils s'insultent, vilain ribot, ils se donnent des baffes, etc. Et puis finalement, il y en a un qui est blessé à la main. Et donc la personne qui devait payer l'impôt, finalement, va être graciée, notamment parce qu'on signale qu'il a pris part à la bataille du roi en Belgique en 1382, donc à la bataille de Rosbeck. Alors, vous voyez, tous ces textes peuvent des fois donner donc des informations sur le contexte militaire. Vous avez aussi toutes les personnes qui peuvent être accusées de tenir le parti Armagnac. Alors évidemment, quand on est dans une ville bourguignonne, quand on tient le parti Armagnac, on a plutôt intérêt à fuir si on ne veut pas avoir des problèmes avec la justice. Et inversement, on a le cas par exemple d'un certain Jean de Guérini qui est cordonnier à Liesse, et lui, qui on va dire est un peu poursuivi par la troupe, je pense bourguignonne d'Eppe, qui le traite d'Armagnac. Il va s'enfuir d'abord à Dizy-le-Gros et ensuite à Dercy. Donc on détermine là que ce sont deux places Armagnac, mais il va revenir en même temps du côté de Liesse et puis ensuite du côté de Laon. Il va se faire attraper par la justice de Laon, où il va être donc interné. Donc vous voyez, ça donne aussi, on va dire, une sorte de mosaïque d'influence politique, avec un village qui peut être Armagnac et puis à côté un autre village qui peut être bourguignon, avec donc toutes les disputes qui peuvent en découler. L'une des dernières choses pour traiter donc des rémissions aussi, c'est pour tout contexte militaire. J'ai trouvé une lettre, j'aime bien la citer celle-là parce qu'elle est vraiment assez fabuleuse mais assez longue. Je vais essayer de la résumer en 2 mots. C'est une rémission qui est faite pour un hôtelier qui s'appelle Henri Bonnechose. Donc là on est vraiment à la toute fin du règne de Charles VI, on est en 1420, et donc ce Robert Bonnechose, il est hôtelier du côté de la paroisse Saint-Cyr, et comme tous les hommes, en fait, il doit réaliser quelques tours de garde avec le guet, c'est un peu, on va dire, une sorte de réquisition. Donc il fait quelques tours de garde dans l'année, et puis bon, il surveille en fait les environs. Alors c'est sûr que quand on surveille les environs au Moyen-Âge, quand on est sur les remparts, c'est la nuit, il n'y a pas d'éclairage, on a juste quelques flambeaux, donc il faut faire attention non seulement à la vue, mais il faut aussi faire attention à toutes les écoutes, voir s'il n'y a pas des assaillants extérieurs qui se planquent jusqu'en bas des remparts. Et donc ce Henri Bonnechose, en fait, il passe donc sur les remparts, juste à côté de son hôtel, et puis il commence à entendre du chambard dans son hôtel. Alors bon, il termine son tour de garde, il rentre à l'hôtel, et puis il va s'adresser directement à la personne qui a fait un peu le chantier, en lui disant qu'il n'aurait pas dû faire autant de bruit, parce qu'effectivement on risquait de ne pas entendre les éventuels assaillants. Voilà, donc évidemment, je vous le fais en 1000, les 2 hommes en viennent aux mains puisqu'ils commencent à s'insulter, et puis la personne qui avait fait du bruit se fait finalement tuer par l'hôtelier. Mais surtout, ce qui est assez intéressant en fait dans tout on va dire dans tous les arguments qui avaient été donnés par Henri Bonnechose pour expliquer pourquoi il s'en était pris à la personne qui faisait du bruit, il disait en fait qu'il faisait donc son guet entre 11h et 12h, donc en pleine nuit, et donc le hakiné donc en question, celui qui faisait du bruit, faisait grande noise et empêchait le guet à faire leurs écoutes, et donc il faisait si grande noise que l'on ne pouvait aucune chose entendre, et ce qui était assez dommageable, et surtout donc il fallait faire attention parce qu'on signale
un événement militaire qui est totalement méconnu, sans doute un petit événement militaire, hein, mais on va dire qu'il donne quand même quelques informations au niveau local. On signale que quelques semaines auparavant, la ville a failli être échelée par les ennemis, donc échelée, c'est-à-dire prise d'assaut par des échelles, et donc par les ennemis, et surtout la citation est assez intéressante, et que le lundi précédent, nos ennemis avaient échelé la dite ville de Laon par les champs Saint-Martin, laquelle fut en grande péril d'être détruite et perdue si Dieu et la Benoîte Vierge et les bonnes gens d'Issène n'y eussent pourvu. C'est-à-dire, vous voyez, en même temps, la ville de Laon se met vraiment sous la protection de la Vierge et de Dieu, et de tous ses saints, en fait, pour conserver son intégrité. Hein. En 1420, la ville, évidemment, est bourguignonne. Alors, dernière partie, et puis, sans mauvais jeu de mots, après je vous libère, parce que là, je vais parler des prisons. Donc, les prisons lanoises, en 2 mots, ce sont les lettres de rémission sont d'un apport assez intéressante, puisqu'elles vont parler non seulement des lieux d'incarcération, elles vont aussi évoquer beaucoup d'évasions. Alors, est-ce que comme le signale l'historienne Valérie Toureille, est-ce que les prisons à l'époque étaient des passoires? C'est vrai que quand on lit les nombreuses lettres de rémission, j'ai quand même trouvé peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'évasions en une quarantaine d'années à Laon, hein, donc soit dans la tour, enfin ce qu'on appelle tour, malheureusement la tour Louis d'Outre-mer, hein, le beffroi de la tour de Philippe Auguste, avec l'actuelle mairie qui est juste derrière et le palais royal. Est-ce que, voilà, on a aussi d'autres informations? Alors, voilà, c'est bon. Autre lieu d'incarcération, le beffroi de l'hôtel de ville, hein, le beffroi de la cité administrative, donc qui a été détruit au 19e siècle. Hein, je vous ai juste montré quand même pour faire un peu de publicité, je travaille aux archives, sur les archives du génie militaire, on a encore une représentation juste avant qu'il soit abattu dans les années 1830, donc le beffroi qui a servi pendant longtemps de prison. Voilà, donc effectivement, on a toujours ces informations sur ces lieux d'incarcération. Je ne vais pas trop insister. Par contre, ce sur quoi je veux insister pour vraiment conclure, c'est que les personnes qui sont en prison, en fait, on obtient énormément d'informations, notamment quand le roi est venu à Laon. Donc il est venu 2 fois à Laon. Il est venu d'abord en 1392. Donc ça, on en a parlé il y a 2 ans dans un article qui est paru dans les mémoires de la Fédération, où on évoquait donc le passage du roi dans le Lannoy du 1er au 5 octobre 1392, et donc le roi, les lettres de rémission en fait permettaient de déterminer qu'il allait en pèlerinage à Liesse, et donc que le roi venait à Laon juste pour faire une halte. Mais comme il est rentré pour la première fois à Laon 12 ans après le début de son règne, hein, il est roi depuis 1380, il rentre pour la première fois à Laon en octobre 1392, c'est ce qu'on appelle la joyeuse entrée du roi. La joyeuse entrée du roi, en fait, c'est lorsque le roi se rend pour la première fois dans une ville. Et donc il y a un très gros avantage, en fait, quand le roi rentre pour la première fois dans une ville, il le signale dans une lettre de rémission: comme ils nous appartiennent à cause de notre joyeux advénement à notre royaume de lever tous les prisonniers de quelconque cas qu'ils soient détenus dans les villes et lieux de notre royaume, quand premièrement verront et entreront en Isseux, donc dans ces villes et lieux, après notre couronnement, et il soit ainsi que nous soyons au jour, donc là pour le coup il est passé à Pierrepont, hein, où donc ils ont trouvé un prisonnier qu'il a automatiquement libéré. Parce qu'effectivement, en fait, l'un des pouvoirs du roi, c'était de libérer automatiquement, d'ouvrir toutes les portes des prisons pour donner en même temps la grâce aux prisonniers donc, qui étaient incarcérés. Et on le signale encore, hein, nous, ces choses considérées, en notre joyeux advénement au dit lieu, avons le dit, par exemple, il y a un certain Jeannin qui est en prison, avons le dit Jeannin délivré par ses présents de notre pleine puissance, autorité royale et de grâce et spéciale, délivrons à plein de la dite prison, et on lui a quitté, remis et pardonné, et puis on le restitue donc à sa bonne femme, à sa bonne renommée. Hein. Donc j'ai compté au moins 8 personnes qui étaient détenues prisonnières en 1392 à Laon et dans les environs, hein, donc soit dans le beffroi, soit dans le donjon, soit aussi dans d'autres prisons ecclésiastiques, hein, parce que les Saint-Martin, par exemple, l'abbaye Saint-Martin avait sa propre prison, l'évêché aussi, donc il y a plusieurs prisons religieuses à Laon. Et surtout, ce qui est le plus intéressant à noter, c'est que parmi ces 7-8 personnes qui ont été libérées, il y a des personnes qui étaient en fuite, voire même bannies, qui vont se constituer prisonniers
automatiquement pour recevoir la grâce. C'est-à-dire, je vous explique, en fait, la personne qui a commis un forfait redoute la justice du bailliage ou du prévôt, donc il s'enfuit. Hein, donc il est considéré plus ou moins comme banni ou en fuite. Et donc, évidemment, s'il revient, il va se faire cravater et se faire emprisonner. Sauf que souvent, ces personnes-là sont quand même encore en contact avec leur famille. Donc la famille peut leur dire, bah, tu sais, le roi va bientôt venir, et tu sais que lorsque le roi vient la première fois à l'an, bah, normalement, il va faire comme dans toutes ces bonnes villes du royaume, il va pouvoir éventuellement ouvrir les portes des prisons. Donc qu'est-ce qu'on font ces contrevenants? Ils viennent se constituer prisonniers pour ensuite être délivrés par le roi, puisqu'en même temps que le roi délivre, il va leur octroyer une grâce grâce à une lettre de rémission. Donc vous voyez un peu comment peut s'opérer finalement la délivrance de certains prisonniers. C'est des cas assez particuliers. Hein. On a le cas par exemple d'un charpentier de Soissons qui est assez éclairant. Alors lui par exemple, il jouait au dé et puis il avait été traité en fait de tête de veau et puis de fils de putain avec un autre joueur. Bon, alors pareil, encore moins, on signale que voilà, ils étaient assez échauffés, qu'ils étaient de chaud de colle, donc c'est-à-dire vraiment très très énervés. Ils se tapent dessus et puis évidemment, bah, celui qui a tué s'est enfui hein, parce qu'il avait peur d'être en prison. Par contre, on signale pour laquelle avoir et obtenir donc la grâce, il s'est rendu prisonnier en nos prisons à Laon en nous requérant humblement que, comme en tout autre cas, il a été homme et soit homme de bonne femme et renommée et qu'il a jamais été convaincu, etc., etc. C'est toujours le même vocabulaire que l'on retrouvait. Donc le deuxième, pareil, un autre charpentier. Hein. Pour le coup, c'est deux charpentiers qui sont venus se faire à nouveau incarcérer. Et on signale depuis naguère qu'il a su que nous devions entrer en notre ville de Laon, en laquelle nous ne sommes jamais rentrés, pour avoir et obtenir de nous sur ce que dit nos autres lettres de rémission et pardon. Il s'est rendu prisonnier en notre dite prison à Laon, dans lesquelles nous l'avons trouvé. Et évidemment, le cycle a fait qu'il a été délivré. Alors, dernier cas aussi, hein, outre le roi qui délivre en 1392, en 1414, le roi rentre à Laon. Hein, il est pris de folie, mais il rentre quand même à Laon avec son fils aîné, le dauphin Louis, qui mourra en 1418. Et le dauphin Louis, qui avait plus ou moins, on va dire, l'administration du royaume, puisque son père était, on va dire, mentalement absent, le roi, son fils aîné, donc qui était dauphin aussi, aura ce droit d'ouvrir les prisons. Vous voyez, hein, donc la grâce qui peut être vraiment multiforme. Voilà, donc bon, j'en ai quasiment terminé, hein, puisque bon, 19h40, il est quand même assez tard. Est-ce qu'il y a vraiment une conclusion à apporter? Je vais vous dire, j'ai même pas rédigé de conclusion, parce que j'ai encore marné hier soir, et puis j'arrivais pas à déterminer ce que je pouvais vraiment tirer de la substantifique moelle de tous ces documents. Je dirais que ce sont des documents, évidemment, j'espère vous leur montrer, qui sont vraiment d'une grande richesse. Alors pas forcément littéraire, hein, parce que bon, il y a quand même des gros mots qui sont proférés, mais enfin pour la vie quotidienne, il y a des précisions assez intéressantes qui sont données sur tous l'histoire des comportements, sur les prisons, pour l'histoire des mœurs, l'histoire des déplacements aussi, parce que ça, on aurait pu aborder aussi le cas de certaines personnes qui, redoutant la justice, s'en vont à 200 ou 300 km. Hein. J'ai le cas d'un habitant de Crépy qui est parti à Metz le temps que la ville était tenue par les Armagnacs, qui revient quand les Bourguignons reviennent. Voilà, donc ce sont finalement des sources assez riches, mais avec toujours au cœur finalement la problématique principale, c'est toujours la justice et puis comment restituer la personne les personnes les coupables à leur bonne renommée. Voilà, en quelques mots ce que je voulais dire. Et puis alors je terminerai juste, mais ça c'est vraiment très personnel, mais j'y tenais beaucoup à cœur. C'est donc je souhaitais quand même dédier ce soir cette conférence à mon professeur, moi je suis un peu ému, pardon, mon professeur Philippe Contamine, qui a été mon professeur en DEUG, en licence, en maîtrise. Enfin, si je suis là ce soir, si je travaille aux archives, c'est sans doute grâce à lui, puisque il était vraiment spécialisé sur la guerre de 100 ans. Il m'a fait aimer la recherche en histoire. Et donc, il nous a quittés il y a quelques semaines. Ça m'a beaucoup marqué, mais je voulais vraiment lui dédier. Je vous remercie. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, il y a encore un peu de temps avant que le portail ne ferme ses portes définitivement. Sinon on peut s'arrêter là. Hein. Voilà. On disait aujourd'hui quand on commet
quelque chose sous l'emprise de l'état alcoolique, c'est une circonstance aggravante. Oui. Et j'ai entendu dire dans plusieurs textes qu'à cette époque-là, c'était au contraire une circonstance atténuante. Il n'était pas responsable. Alors c'est vrai que ça va être à la fois une circonstance atténuante pour la personne qui requiert la grâce, mais c'est en même temps une circonstance aggravante pour la personne qui est responsable du délit ici, qui souvent est morte. C'est-à-dire quand vous avez une opposition entre la personne qui s'est fait tuer, mais on va dire on noircit son portrait, hein. On dit qu'elle était rioteuse. Rioteuse, ça veut dire, ça donnait riot en anglais, hein, va dire très bagarreur. Bon, c'est-à-dire qu'elle cherchait très souvent la bagarre, en disant en même temps elle pouvait très souvent abuser du vin, être ivre, etc. Et là, effectivement, ça peut être vu comme une source, on va dire assez atténuante d'un certain côté, mais une source assez aggravante pour la personne qui finalement est à l'origine de la rixe homicide et pour lesquels il a essayé de déshonorer quelqu'un, et puis s'il est mort, je dirais entre guillemets, c'est bien fait. Voilà. C'est vraiment une conclusion très, très, très rapide, hein, mais vous voyez un peu, les mêmes motifs peuvent être à la fois, on va dire, à l'avantage de certains et vraiment au désavantage d'autres. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a systématiquement des lettres de rémission ? Ah, bonne question. Écoutez, en fait, on n'a pas la trace après moi, je ne connais pas la trace après de personnes qui auraient sollicité des lettres de rémission, et puis, parce qu'il n'y a pas de trace de demandes en fait conservées et qui n'ont pas abouti, hein. Les seules sources que l'on a en fait, ce sont les registres du Trésor des Chartes. Donc là on a vraiment les lettres de rémission consignées parce qu'elles ont été accordées. En plus le contrevenant qui a obtenu sa lettre de rémission, j'ai passé ce point en plus assez rapidement, il fallait qu'il paye encore un supplément s'il voulait qu'elle soit consignée qu'une copie authentique en fait au sein de la chancellerie royale, parce qu'évidemment s'il la perdait après, bon, c'était quand même ennuyeux parce qu'il n'avait plus de preuves comme quoi il avait été remis à sa fama, à sa renommée. Par contre, s'il y avait une copie par chance, hein, on va dire un duplicata dans la chancellerie, il pouvait effectivement redemander une copie. Mais j'ai pas de mention de grâce. Après, quand on peut peut-être supposer que certaines personnes ont demandé une grâce et puis finalement ne l'ont pas obtenue et ont été exécutées. Là, quand je vois par exemple la personne mentionnée dans le registre du Châtelet, est-ce qu'il a demandé une grâce qui lui a été refusée parce que c'était un contrevenant et puis récidiviste dans les vols? C'est une possibilité, mais là malheureusement les archives les archives je pense sont muettes. Après, le dernier complément encore qu'il y aurait à regarder, parce qu'il y a deux beaux fonds aux archives nationales à regarder. Il y a le fonds du Trésor des Chartes pour la fin du Moyen-Âge et aussi le fonds du Parlement. Alors, le fonds du Parlement de Paris, il y a des choses qui sont numérisées. C'est des sources très très riches, notamment au niveau des registres de plaidoirie. Ça vaudrait le coup de regarder effectivement, est-ce qu'il y a des mentions après de rémission. Ce que j'aime bien montrer aussi quand je fais des présentations comme ça, c'est comment les données peuvent se croiser finalement entre elles. Vous voyez, des fois j'ai essayé un peu peut-être maladroitement, mais de rattacher des mentions de contrevenants à des mentions de ces mêmes personnes dans les archives communales de Lens. Donc vous voyez, hein, des dépôts d'archives qui sont distants de 150 km, on peut retrouver le nom d'une seule et même personne, et puis finalement donner un peu corps à ces personnes qui autrement seraient de totaux anonymes pour nous. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je ferme le micro et boire un petit coup parce que j'ai très soif, mais sans rentrer dans l'ivresse. Merci beaucoup. Merci, je t'en prie.